Alors, bonsoir à toutes et à tous à nouveau. Donc, vous savez que mardi prochain, c'est le dernier cours de l'année. Comme ça, vous êtes prévenus. J'arrive. Alors, on va lire Parashat Be'alotra. Au début de la paracha, vous savez que la paracha, elle explique qu'Akadosh Baruch Hu, il va donner à Aaron et à ses enfants le rôle d'allumer les nérotes, c'est-à-dire de préparer les nérotes et dans la menorah, c'est-à-dire dans le Mishkan, après ce qui correspondra au Beth Amikdash, au temple. Alors il y avait la menorah, et la menorah, tous les jours, il fallait nettoyer la menorah, il fallait mettre de l'huile propre, de l'huile pure, après il fallait rallumer la menorah. Maintenant ça, c'est un rôle qui a été attribué ensuite à Aaron, donc à l'époque les Lévi'im, mais qui sont devenus les Kohanim. Maintenant, Rashi, il explique là-bas, au début de Ba'alotra, Laman ismecha parashat amenorah et parashat anissim. Pourquoi est-ce que la Torah, elle a fait coller cette paracha, cette section de la Torah qui parle de la menorah, c'est-à-dire de l'allumage du candélabre, avec la paracha des Nessiim? C'est juste dans la paracha d'avant, la Torah a raconté tout ce que les chefs de tribu devaient amener comme korbanom, comme sacrifice pour le Hanoukat à Mishkan, pour l'inauguration du Mishkan. Alors, répondre comme ça. Les fiches chez Keshera Aaron Hanoukat Anessim. Parce que quand Aaron, il a vu comment est-ce que tout ce qu'avaient apporté les Nessim pour pouvoir participer donc à l'inauguration du Mishkan, Chalcha Darto, son esprit a été affaibli. C'est-à-dire, ça l'a angoissé. Ouais, c'est une forme de mini-dépression. Shelo Aya Imaem Bachanouka, parce qu'il n'était pas avec eux dans cette inauguration. Il dit Lo ou Velo Shifto, ni lui, ni sa tribu. Toute la tribu des Lévi'im n'était pas inclus à l'intérieur de cette inauguration. À Marlé à Kadosh Baruch Hu, donc Hachem, quand il a vu qu'il n'était pas bien, Hachem il lui a dit Chayecha, par ta vie, donc Hachem il a juré, Shelcha Gdola Mishelahem, la tienne, sous-entendu ta part à toi, va être plus grande que la leur. Sheata Madli Kometiv et Tanerot, parce que c'est toi qui vas allumer et qui va préparer, arranger les nérotes, donc pour l'allumage de la menorah. Bon, alors donc on voit que Akadosh Baruch Hu, il a voulu, entre guillemets, consoler Aaron du fait qu'il n'a pas participé, lui et sa tribu, à tout ce qui était nécessaire pour le Mishkan, au korbanot, c'est-à-dire les premiers korbanot qui allaient mettre dans le Mishkan, il n'a pas participé. Donc pour le consoler, Hachem lui a dit, c'est pas grave, toi tu vas allumer la menorah, tu vas allumer le candélabre. Ok. Le Ramban, il pose la question, il dit, mais pourquoi est-ce qu'il a été consolé par cela? En quoi c'est une consolation? D'accord, il aurait pu dire, mais toi, en tant que eux, c'est des Nessim, c'est-à-dire c'est des Israël, toi, tu es un Kohen, donc toi, tu vas amener tous les corbanotes. Toi, tu vas rentrer au Beth Amikdash le jour du Kippour. Toi, tu vas amener les Kétoret, c'est-à-dire les encens. On sait que c'était une source de bracha extraordinaire. Donc comment ça se fait qu'il lui a choisi pour le consoler, seulement de lui dire, tu sais, c'est toi qui vas allumer la menorah. En quoi c'est une consolation? Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de spécial dans l'allumage de la menorah qu'il n'y a pas dans le reste du service de Kohanim. Alors pour essayer de comprendre ça, il y a un midrash Rabbah, Abba sur Mabinbar, il dit comme ça, que les Bnei Israël, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, à propos de cette mitzvah de la menorah, c'est cette mitzvah d'allumer des lumières dans le temple, il dit, Ata omer shenair lefanecha, toi tu as demandé à Hachem que nous on éclaire devant toi. Ve'ata ou oro shel olam, et c'est toi la lumière du monde. C'est-à-dire, ça a l'air de quoi, hein? D'accord, d'allumer des lumières pour Dieu. Mais Dieu, c'est lui qui éclaire le monde. Qu'est-ce que tu vas lui rajouter à lui avec tes petites lumières? Ouais. Alors, Hachem, il a répondu une chose incroyable. Il a dit, Lo she'ani tzarich lachem. C'est pas que j'ai besoin de vous. Et là, Kishem she'areti lachem taïrouli. De la même manière que moi, je vous ai éclairé, parce que quand il était dans le désert, il y avait la colonne de feu la nuit qui éclairait et la colonne de nuée qui allait devant eux. Donc, il les a éclairés concrètement parce qu'il a amené de la lumière. Et là, il les a éclairés parce qu'il leur a donné le chemin à suivre. Donc, de la même manière que moi, je vous ai éclairé, alors vous aussi, vous allez m'éclairer. Tu dis, je comprends pas, ça répond pas à la question. La question, c'est, t'as pas besoin de nous. Ouais. Tu dis, non, moi, j'ai pas besoin de vous, c'est vrai. Mais vous, puisque je vous ai éclairé, donc vous aussi, vous allez m'éclairer. Alors, il dit lama, il dit pourquoi? Alors, le Midrash, il dit, la alot etrem bifnei haumot, pour vous élever devant les autres peuples, chez Omrim, qui disent, Re'u ech meirim lemi shemeir leolam. Ouais, regardez ceux-là, comment ils sont en train d'éclairer celui qui éclaire le monde. Donc là, on est carrément dans le
Dans l'incohérent, quel rapport maintenant, je te dis, bon, tu me demandes d'allumer, mais tu n'as pas besoin de m'allumer. Hachem me dit, oui, tu as raison, j'ai pas besoin, mais il faut quand même que tu allumes. Pourquoi? Parce que comme moi je t'ai allumé, toi aussi tu vas m'allumer. Tu vas m'éclairer, d'accord? Ah, et pourquoi je dois t'éclairer? Pour t'éclairer, parce que quand les goïms, ils vont dire, t'as vu ce peuple qui veulent éclairer celui qui éclaire le monde? Oui, vous allez dire, oui, Hachem nous a demandé de le faire. Bon, on n'est pas beaucoup plus éclairci. Alors, le Midrash, il amène un exemple. Il dit, c'est comme un aveugle qui est en train de marcher sur le chemin. Donc, il est perdu, il est dans le noir. Et puis, il y a un voyant qui s'approche de lui. Il lui dit, écoutez, si vous voulez, je peux vous raccompagner chez vous parce que je vois que vous êtes perdu. L'aveugle, il dit, ok. Bon, et puis, il la raccompagne. Et quand il arrive chez l'aveugle, donc il l'installe, il dit, bon, bah, je m'en vais. Il dit, attends, ne bougez pas. Et l'aveugle, qui connaît sa maison, à tâtons, il trouve comment ça s'appelle, une bougie. Il trouve les allumettes, il l'allume et il éclaire. Alors le voyant, il dit, je comprends pas, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de m'allumer une bougie pour moi, mais moi je vois. Et toi l'aveugle, ça rime à quoi? Et là il a dit, non, parce que moi j'étais perdu sur le chemin, et je voyais rien, et toi tu as été mes yeux, donc tu m'as éclairé. Alors moi aussi, j'ai une obligation de te rendre le bien que tu m'as fait et de t'éclairer. Alors ici, c'est le sujet qu'on va essayer de développer ce soir, c'est qu'en vérité, c'est le principe de Hakarat Hatov, c'est-à-dire de reconnaître le bien et d'essayer de rendre le bien qu'on a reçu. Il dit cette logique-là, que quand quelqu'un me fait du bien, que je comprenne ou que je ne comprenne pas, ou que ça soit nécessaire ou pas nécessaire, ou que ça vienne volontairement ou involontairement, moi, mon obligation, elle est de rendre. Moi, je dois rendre le bien qu'on m'a donné. Ouais, je pourrais dire ça sert à rien, tu veux rendre à un milliardaire 100 euros, c'est pas ton problème. Tu veux dire merci à quelqu'un qui de toute façon l'a fait de bon cœur, c'est pas ton problème. Ouais. De toute façon, la bonne femme, elle voulait des enfants. Alors quoi, tu dis merci de m'avoir donné des enfants? Oui, tu dis merci. De toute façon, elle te fait à manger. Eh bien évidemment, parce que c'est ta femme. Non, tu dis merci. Et c'est quoi cette notion de dire merci? D'accord? On ne parle pas de la politesse. Maintenant, nous sommes des gens polis, des gens civilisés. À l'époque, on mettait un coup de massue. Aujourd'hui, on dit merci. D'accord? Non. Bon, il y a encore certaines régions du Maroc. Mais c'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée de cette obligation de Hakarat Hatov, de reconnaissance du bien? Même le mot Hakarat Hatov, il est bizarre. Ouais, parce qu'on dit Hakara. En fin de compte, c'est quoi? C'est perception. Donc, c'est reconnaissance, mais dans le sens de plus de connaissance. Parce que des fois, on ne se rend pas compte du bien qu'on reçoit. Soit parce qu'on est très insensible et très égoïste, soit parce qu'on est brêle, ouais, ou soit parce qu'on on croit que c'est dû. Ouais. Donc, Hakarat Hatov, est-ce que ça veut dire que je dois reconnaître le bien que l'autre a fait ou je dois reconnaître le bien que j'ai reçu? Est-ce que ça se passe chez moi, que moi je dois dire là, objectivement, j'ai reçu du bien, d'accord? Ou non, je reconnais l'effort que l'autre a fourni de me faire du bien qu'il n'en était pas obligé. C'est ça le problème. Et enfin, troisièmement, et après j'espère qu'on atteindra cet objectif avant la fin du cours ou avant demain matin, c'est qu'on a déjà expliqué 1,5 million de fois que Tov, ça veut dire complet, d'accord? Donc, dans quoi? Dans Hakarat Hatov, il y aurait la reconnaissance du complet. Ça aussi, il faudra essayer de répondre. Alors, pour essayer d'avoir une petite approche pédagogique, ce cours, il est basé sur un shiur de Raphaël Shmulevitz, qui n'est pas tunisien. Donc, il explique comme ça. Il amène déjà une notion que Réhouven, vous savez que Réhouven, quand les frères de Yosef se sont mis ensemble et qui ont condamné Yosef à mourir, d'accord? Ensuite, ils ont décidé non pas de le tuer, mais de le vendre comme esclave. Ils l'ont complètement dépouillé et ils l'ont vendu en esclave. Maintenant, le fait de l'avoir vendu en esclave, en fin de compte, ça lui a sauvé la vie. Qui c'est qui avait proposé ça? D'accord? C'est Réhouven. D'accord? Parce que c'est marqué Vaishma Réhouven Vayatzil Miyadam. Réhouven, il a entendu les cris de son frère qui était en train de pleurer au fond du trou. Ouais, et il a eu de la peine. Bien qu'encore une fois, ils s'étaient réunis, ils avaient décidé qu'il fallait qu'il meure. Ouais, et c'est pas bon la base au fond comme nous on le lit dans la Torah, c'est facile, on le lit en tant que jalousie parce qu'il était préféré par son père. Mais eux, au niveau de leur vécu,
ils l'ont considéré comme un rodef. Un rodef, c'est quelqu'un qui remet en cause l'équilibre de la famille, parce que d'un seul coup, il y avait un aîné, d'accord, c'était Yehuda, et lui, d'un seul coup, il vient, il dit que tout le monde va se prosterner dans lui, dans ses rêves, donc il remet en cause la hiérarchie et l'équilibre de la famille, donc il a un digne de rodef, il a un statut de quelqu'un qui est dangereux, donc ils ont tranché la halakha qui doit mourir. Et malgré ça, Réhouven, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de le sauver, d'accord? Maintenant, Réhouven, à part ça, à titre personnel, il avait fait une faute envers son père. Et à cause de ça, il était sûr qu'il était exclu de la famille. D'accord? Et qu'il ne faisait pas partie de la destinée de Yaakov et donc d'Israël. Et quand Yosef, il a rêvé qu'il y avait 12 gerbes qui se prosternaient. D'accord? Donc il a compris qu'il était encore inclus dans la famille. Maintenant, par rapport au fait que Yosef, de manière inconsciente et involontaire, l'a inclus dans la famille, donc il l'a remis en situation positive alors que lui, il pensait qu'il était exclu. Par rapport à ça, il s'est senti obligé de sauver son frère. Vous me suivez? Voilà. Il dit là, c'est la première lecture qui est la plus compliquée, la plus improbable, c'est de comprendre que même quelqu'un qui te fait du bien inconsciemment et de manière indirecte, tu lui dois quand même. Après, vous ferez le calcul, à plus forte raison, quelqu'un qui m'a fait du bien directement et consciemment. Ouais. Mais même quelqu'un qui m'a fait du bien inconsciemment, sans le savoir. Ouais, c'est comme si quelqu'un pendant la guerre, il a dit bon allez, le wagon numéro 14, je les sauve, et toi tu étais dedans. Maintenant lui, il ne l'a pas fait pour toi, il l'a fait parce qu'il y avait sa mère dedans. Ouais, il a évité qu'elle soit déportée. Mais il y avait 100 personnes dans le wagon, les 100 ils ont été. Toi, tu dois aller tous les ans voir le gars, lui dire « Je voulais te remercier que tu m'as sauvé ». Le gars, il dit « Je t'ai pas sauvé à toi, j'ai sauvé ma mère. Mais comme tu étais dans le wagon, j'ai sauvé tout le wagon. » Ok, mais moi, de manière indirecte et de manière inconsciente, tu m'as sauvé. Maintenant, objectivement, j'ai reçu ce bien. Un bien que je reçois, même de manière involontaire et inconsciente, je dois dire merci. D'accord? Donc, c'est la première facette qui est la moins facile à comprendre. Mais ça continue quand même. La Gemara dit dans Yevamot, Daf Samer Gimel, que Rabbi Chia, il avait une femme très 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 dure. Il n'y en a plus aujourd'hui, Baruch Hashem, il n'y a que des gentils Hnina et Tzadeket, et bien sûr, puisque je suis en direct, donc je fais attention. Et cette femme, elle faisait beaucoup, beaucoup souffrir Rabbi Chia, vraiment. Bon, Chia, Yichia, vous vous dites, bon, vous n'avez rien à voir. Hein. Il y a une femme extraordinaire, Baruch Hashem, qu'Hashem la garde en bonne santé, Vechen Yiratzon Velomar. Déjà qu'elle me supporte, c'est énorme. Alors et quand les élèves de Rabbi Chia, ils ont remarqué une chose incroyable, c'est qu'à chaque fois que Rabbi Chia, il voulait donner quelque chose à sa femme, lui offrir un fruit, je sais pas moi, lui amener un gâteau, il prenait son soudar. Le soudar, ouais, pour les gens comme Rabbi Chia, les Amoraïm, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'ils avaient un foulard, un peu comme Baba Saleh, vous voyez, ces espèces de foulards comme ça. Et en fait, ça les protégeait au niveau de la sainteté parce que ça leur évitait de regarder à droite à gauche. Ce qu'on fait pour les 3/4 des hommes, ouais. Donc, en fait, cet objet-là, pour lui, c'est un objet de sainteté, c'est un objet qui était très important pour lui. Et quand il voulait offrir quelque chose à sa femme, par marque de respect, il lui offrait dans son foulard. Il prenait le foulard, il le mettait dedans pour lui montrer combien il l'appréciait, combien il l'aimait. Alors, les élèves, ils lui ont dit, mais je comprends pas, avec tout ce qu'elle vous fait, elle crie, elle insulte, elle le pourrit, elle le truc, et vous lui faites le kavod, vous lui dites, vous lui faites du bien. Il a une réponse incroyable, il a dit, Gdayenu chez Megadlot benenu matzilenu otanu minachet. Ouais, ça nous suffit qu'elle éduque nos enfants, ouais, et qu'elle me sauve de la Vera. C'est quelqu'un qui a une femme, il va éviter quelques centaines de milliers d'avérotes par jour. Ouais. Donc sa femme, elle le sauve de la faute. D'accord, premièrement. Deuxièmement, elle s'occupe des enfants, parce que lui, il étudie à peu près 28 heures par jour. Donc c'est bien qu'il y ait une femme qui s'occupe de ses enfants. Donc il doit dire merci. Et pour ça, il doit lui faire le kavod. D'accord? C'est qu'est-ce qui est marqué ici? Il dit, même si ce bien qu'elle t'apporte, il est enrobé dans une ramma complète, ouais, et c'est très intéressant, cette approche-là, et ça, il faut le savoir, surtout quand on est marié, et se préparer quand on est célibataire, c'est qu'en vérité, les 3/4 des gens font le contraire. Les gens, ils ont une femme extraordinaire, mais qui a un défaut. D'accord? Par exemple, elle arrive un peu en retard, elle est un peu tête en l'air, elle n'a pas dit Shabbat Shalom à sa mère, elle dépense, ce qui est une caractéristique physique chez la femme nécessaire. D'ailleurs, on le dit, ma très chère femme. D'accord, ouais. Maintenant, c'est un truc bizarre. Et moi, je l'ai constaté plusieurs fois. Parce que à force de côtoyer, d'écouter les gens et tout ça, mais j'ai atteint un niveau de perception et de connaissance dans la zoologie qui est incroyable.
c'est que les gens, ils ont une femme extraordinaire, mais ils trouvent quelque chose qui ne va pas. Lui, il avait une femme horrible, mais il trouvait ce qui était bien. Je ne sais pas si vous me suivez. Alors, comment c'est possible que quand t'as... Bon, moi j'ai dit par rapport à la femme, mais le mari c'est pareil, hein, parce que je vois les femmes qui sont contentes, mais des fois, il y a aussi SOS homme battu. Donc, pourquoi tu vois le défaut de l'autre? L'autre, il a 1 milliard de qualités, d'accord? Mais il y a un problème, et ça te dérange, et tu y penses toute la journée. Alors, il y a 2 manières. Soit c'est que l'Yetzirara t'oriente sur le négatif, d'accord, et tu vois pas le positif. Soit que tu es tellement complexé par le devoir de reconnaissance que tu es obligé de trouver un prétexte pour expliquer pourquoi tu ne rends pas. Oulala. Vous avez compris ou non? C'est-à-dire que c'est tellement dur pour un orgueilleux ou une orgueilleuse, c'est tellement dur pour un égoïste ou une égoïste de devoir dire merci que dit comment je vais faire pour pas dire merci? Alors il faut que je trouve un défaut. Vous savez ou non? Ah, la soupe, elle est trop chaude. Ah, c'est pas à cet endroit-là que je voulais aller en vacances. Ah, ouais, mais de toute façon, t'as invité tes parents. Mais dis merci et ferme-la. Mais c'est dur de dire merci. D'accord? Bien que dans la logique, c'est facile. Parce que si je te mets 40 kilos de sucre et 10 grammes de sel, ne me dis pas c'est salé. Ouais. Alors pourquoi tu vois le défaut? Tu dis, mais j'arrive pas. Écoute, ça y est. Alors, il y a des gens qui disent, bon, c'est par objectivité, c'est pour que ma joie soit entière, c'est pour t'éduquer, c'est pour te faire grandir. Laisse-moi tranquille. J'ai pas besoin de grandir. Ouais. Je grandis toute seule, tout seul. Mais toi, pourquoi tu vois le mal? Pourquoi tu vois le défaut? Alors, ils appellent ça le perfectionnisme. En vérité, le perfectionnisme, c'est une névrose. Bah oui, parce que le perfectionniste, il voit que ce qui est imparfait. Soi-disant par prétexte pour rendre parfait. Mais en vérité, rien n'est parfait. Et la preuve que rien n'est parfait, c'est que tu n'es pas parfait, toi. Ah, tu dis qui t'a dit que je ne suis pas parfait? Ben parce que celui qui perçoit l'imparfait, c'est qu'il est imparfait. Parce que tu ne peux pas parler de quelque chose que tu ne connais pas. Et ce à quoi tu es sensible, c'est qu'au temps, ça te correspond. Donc en fait, il faut prendre le problème à l'envers. C'est un peu comme les téléphones, vous avez la caméra, vous pouvez filmer devant ou derrière. Ouais. Et bien, quand tu tournes la caméra vers toi et que tu analyses bien ce que tu reproches à l'autre, tu verras souvent que ce n'est rien d'autre que la photo de ce que tu devrais te reprocher à toi-même. De la même manière, quand l'autre fait du bien, il me renvoie une négation. C'est quoi? C'est que c'est pas moi qui ai eu l'initiative. Cette négation, elle me stresse parce qu'elle remet en cause mon amour-propre. Donc, comment je vais faire pour assumer l'amour-propre? La seule manière, c'est de dire merci. Parce qu'en disant merci, tu casses l'amour-propre. Mais celui qui ne veut pas casser son amour-propre, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut qu'il trouve une raison. Donc, est-ce qu'il va trouver une raison de dire pas merci? Donc, il va trouver un défaut. Après, c'est une question psychiatrique. En fait, c'est du français. C'est de savoir quelle différence entre un prétexte et une raison. Voilà. Ben, c'est facile parce que la raison est raisonnable. Le prétexte, non. Donc, si tu vois que ta raison n'est pas raisonnable, c'est que c'est un prétexte. Confirmation. Vous avez compris l'idée ou non? Mais ça, encore une fois, il faut avoir assez d'honnêteté ou de maturité psychiatrique pour se rendre compte soi-même qu'on est en train de prétexter. C'est important. Ce qu'on appelle en PNL le FTG, c'est-à-dire le foutage de gueule. D'accord? Tu dois savoir que tu te fous de toi. Mais alors, si tu ne t'en rends pas compte, parce que la vérité, tu es hyper sincère dans ta lourdeur, d'accord? Tu es hyper spontané dans ta cruauté, tu es hyper destructeur dans ton ironie, mais tu t'en rends pas compte, parce que toi, c'est pour le bien. Alors, les goïms, ils ont une phrase pour ça. Ils ont une très belle phrase, les goïms, pour ça. Ils disent « L'enfer est pavé de bonnes intentions ». Donc, si tes bonnes intentions génèrent l'enfer, il vaut mieux que tu te les gardes. C'est pas grave. Garde tes bonnes intentions, tu sais quoi, je vais réussir à m'en passer. Non, mais c'est pour ton bien, ça va. Parce que si mes amis sont comme ça, imagine mes ennemis, d'accord? Mais alors pourquoi? Parce que c'est difficile. C'est difficile de dire merci. C'est difficile. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il faut mourir un peu. Qui c'est qui va mourir? Ton orgueil. Qui c'est qui va mourir? Ton égoïsme.
Tu dis, mais j'ai pas envie de mourir. Le problème, c'est que ce genre de mort, c'est celui qui est le signifiant du fait que tu es vivant. Ben oui, parce que le symptôme de la vie personnelle, c'est la mort de l'impersonnel qui est en toi. C'est-à-dire, si tu ne tues pas l'idiot qui est en toi, tu ne deviendras jamais intelligent. Si tu ne tues pas l'intéressé, tu ne deviendras jamais désintéressé. Si tu ne tues pas le peureux, tu ne seras jamais courageux. Si tu ne tues pas le paresseux, tu ne seras jamais travailleur. Après, tu dis, oui, mais je ne veux pas mourir. Mais attends, mais qui c'est qui va mourir en toi? Le mauvais. Quand le mauvais, il meurt, le bon, il naît. Ah, peut-être que tu as peur que le bon naisse. Tu as peur de te rendre compte que ton mauvais, il a ton âge physique, ouais, mais que le bon, il a ton âge mental, c'est-à-dire 8 ans et demi. C'est ça le problème. Parce que ma personne, personnellement, ouais, elle ne grandit que par rapport au fait qu'elle assume la réalité. Maintenant, quand j'assume pas la réalité, je grandis pas. Et quand je grandis pas, est-ce que je suis prêt, moi, à aller au rendez-vous du nul que je contiens? Et d'un autre côté, c'est la seule manière de grandir. C'est-à-dire que d'abord, tu poses où tu es, et à partir de là, tu montes. Vous suivez ou non? C'est comme si l'architecte, il dit, bon, écoutez, on va construire un immeuble, d'accord? Bon, 120 étages, 260 millions de tonnes de béton, 132 millions de tonnes d'acier. On est obligé de faire ce qu'on appelle un analyse de faisabilité. Donc, on va amener des ingénieurs pour voir si le terrain, il est constructible. Oh, mais tu rigoles, avec tout le béton qu'on va mettre, avec tout l'acier qu'on va mettre. Non, tu sais, ça peut être qu'en dessous, il y a des galeries, ça peut être que c'est friable, ça peut être que c'est un sol qui est mou, ça peut être qu'il y a des rochers en dessous, ça peut être que c'est de la terre qui va se tasser et l'immeuble, il va descendre de 3 étages en 8 ans. Donc, on est obligé de faire un analyse de faisabilité. Eh bien, l'analyse de faisabilité, c'est toi. Parce que tu vas construire ta vie sur toi. Maintenant, si toi, tu es du granit de Bretagne, n'aie pas peur, vas-y, tu peux y aller. S'il y a un sous-sol volcanique de 28 mètres d'épaisseur, vas-y, tu peux monter un immeuble. Mais si en dessous, c'est de la mousse à raser, de la crème chantilly, des galeries souterraines, de la terre glaise en phase de décomposition, fais attention, Baba. On ne peut pas construire sur du fragile. On a besoin d'avoir du solide en dessous. Eh bien, la partie visible, c'est le terrain. Mais la partie cachée, c'est la constructibilité du terrain. Alors, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Moi, à l'époque, j'ai toujours cette image le thermos en inox. C'est le thermos, il est en inox. Tu l'achètes, il est en inox, tu es content, il est en inox, c'est un thermos en inox. Bravo, merci beaucoup, il est en inox. Bon. Et puis, tu le fais tomber par terre et tu entends... Tu sais, marrant, il y a un bruit de verre. Alors, il faut juste vous expliquer que le thermos, il est en inox, mais qu'en fait, à l'intérieur, le récipient, il est en verre. Et c'est le vide d'air entre le récipient en verre et l'habillage en inox qui retient la chaleur. Donc, si toi, tu es en inox à l'extérieur, fais attention que tu ne sois pas en verre à l'intérieur. Si tu es en verre à l'intérieur, ça casse. Donc, quand c'est solide, ça s'appelle un thermos. Quand c'est fragile, ça s'appelle un kermos. C'est un kermos, c'est un sacré kermos. Ouais. Bon, je suis obligé d'introduire un certain nombre de mots en arabe pour préparer la transition. Mais c'est quoi l'idée? La France de demain. D'accord. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est ça. D'accord. Bon, c'est le ministre de l'Intégration qui nous demande. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que si toi, tu sais que tu es fragile à l'intérieur, ne t'étonne pas que dans ta confrontation avec la réalité, ça va casser. Alors, normalement, tu dois être en inox à l'extérieur et en inox à l'intérieur. Allez, va travailler. Va travailler ta valorisation, va travailler ton respect de toi-même, va travailler ta force de caractère, va travailler ta volonté, va travailler ta émouna, va travailler pour être en inox à l'intérieur. Inox, idable. Ouais, mais si tu es en verre à l'intérieur, ça c'est un proverbe tchécoslovaque que j'avais lu quand j'avais 13 ans. Il disait « Ne jette jamais la pierre à ton voisin si ta maison est en verre. » C'est joli. Faut lire ça aux toilettes, ça peut aider. D'accord. Mais c'est ça l'idée.
C'est que toi, tu provoques la bagarre et après, tu te mets à pleurer quand l'autre, il t'attaque. Toi, tu provoques, tu parles mal à quelqu'un et après, tu te vexes parce qu'il te vexe. Mais c'est toi qui as provoqué. Si tu n'es pas en béton armé, reste calme. Ben, c'est exactement pareil. Si tu n'as pas ce qu'il faut dans le pantalon, ne te lance pas dans un projet à 248 millions d'euros. Déjà, la baguette que tu as payée au gars, tu n'arrives pas à lui rembourser. Tu veux t'engager sur 248 millions d'euros, mais même le chiffre, tu ne sais même pas ce qu'il veut dire. Après, tu deviens fou, tu dis, je comprends pas, mais ils m'ont pris l'appartement, mais ils m'ont mis en truc personnel, ils m'ont mis, c'est du pénal, on m'a dit que je risque de la prison. Bah ouais, tu crées une société en nom propre, tu mets ton numéro de compte perso, tu l'appelles par ton nom et t'empruntes à la banque, elle connaît personne. C'est pour ça que les gens, ils font une société anonyme. Comme ça, quand ils ont un problème, ils disent à les banques, allez demander à monsieur anonyme. Parce que monsieur Bénichou, il n'est pas au courant, lui. Il est seulement actionnaire, mais il n'est pas responsable. Voilà. Donc le problème, c'est que dans le business, tu peux faire une société anonyme. Mais dans la vie, tu ne peux pas faire une société anonyme. Tu te maries avec la femme, elle a épousé qui? Toi ou l'anonyme? Les enfants, qui c'est qui les a fait? L'anonyme? Attends, c'est grave. Essaye de refaire une petite enquête de voisinage, parce que là, tu as un voisin anonyme qui est vachement entreprenant. C'est pas possible. Ouais. Quand tu vois la couleur des enfants, tu dis, il y a un problème génétique. D'accord? Donc c'est ça l'idée. C'est que la personne, en vérité, elle est anonyme. Quand tu es anonyme, donc c'est pas toi qui est dans ta réalité. Maintenant, tu peux être l'anonyme de ta propre réalité. Ce qu'on appelle en français l'irresponsabilité, l'immaturité. C'est pas moi. C'est trop difficile. J'y arrive pas. Ça dépasse mes compétences. C'était plus fort que moi. Je n'étais pas moi-même. On m'a poussé au bout. On m'a pas donné ma chance. Mes parents m'ont pas compris. Mon père m'a arrêté de m'allaiter trop tôt. Chacun, il va trouver une raison. Le père, le pauvre. Ouais. Mais c'est cette idée-là, ça veut dire que moi, quand je n'arrive pas à voir le bien que l'autre me fait, je dois me poser la question. Est-ce que je suis normal? C'est pour ça que les égoïstes, ils devraient être classés normalement dans la catégorie des dérèglements psychiatriques. Parce que c'est une relation naturelle. C'est une réaction naturelle que quelqu'un qui t'a fait du bien, tu reconnais qu'il t'a fait du bien. Eh ben, quand quelqu'un, il a du mal à dire merci, que ça sort pas, il trouve pas les mots, il n'a même pas pensé, faut lui imposer. Au lieu de dire j'en ai marre qu'on me harcèle parce qu'on me demande de dire merci, il devrait dire mais comment ça se fait que ça ne me vient pas naturellement? Et c'est vrai. Le gars, il t'a donné la porte de l'ascenseur il y a 8 ans. Tu le vois dans la rue, tu dis bonjour, bonjour, bonjour. L'autre, elle t'a fait 6 enfants, t'arrives pas à dire merci? C'est bizarre, non? Non, au niveau psychiatrique, on va pas juger, Khadija Shalom. Tout le monde est bien, il n'y a que des sadikim dans le monde. Mais juste au niveau comme ça, au niveau de la curiosité psychiatrique. C'est intéressant. Mais de quelle planète il vient, le gars, qui ne sait pas dire merci? Une fois comme ça, j'avais reçu un coup. Bon, c'est très rare. Hein. J'ai arrêté, c'est trop fatigant. Mais le mec, il rentre. Dès qu'il rentre, maintenant moi, c'est pas mon couple, c'est pas ma famille, c'est pas mes enfants, je les connais pas. Ils m'ont saoulé 3 mois pour un rendez-vous, j'ai donné le rendez-vous, ils sont venus. Le mec, il ouvre la porte, la première chose qu'il me dit, je vous préviens, ne me demandez pas de faire un effort. Moi, j'étais tellement choqué, parce qu'encore une fois, moi, j'ai pas besoin de lui. C'est lui qui a besoin, vous me suivez ou non? Et lui, il me dit, ne me demandez pas de faire un effort. J'ai juste un petit dernier. Pour moi. Il m'a dit, ok, lequel? Je dis, meurs. Mais tu es fou, toi. Tu veux pas faire d'effort. Bah, qu'est-ce que tu fous dans ce monde? À quoi tu sers? Parce que effort, c'est la seule preuve que tu es existant. Bah oui. Vous me suivez ou non? Parce que effort, en hébreu, c'est ata gibor. Tu es fort, c'est tu es gibor. Et gibor, c'est gever. Et gever, c'est un homme. Donc, quand je dis je ne veux pas faire d'effort, ça veut dire je ne veux pas faire le fort, ça veut dire je ne veux pas faire le gibor, c'est-à-dire je ne veux pas faire le gever, donc je ne veux pas faire l'adulte, donc je veux faire l'enfant, donc je veux faire la victime, donc je ne veux pas changer, donc je ne veux pas évoluer, alors meurs. Parce qu'un mort n'évolue pas.
C'est vrai, le gars, il est mort. Ça peut arriver des fois. Il y a des gens, en général, une fois par vie, ils meurent. D'accord? Ben, le gars, il est mort. Et toi, maintenant, tu es quelqu'un de très motivé, de très chaud, de très ambigu, de très ambitieux. Tu dis, allez, lève-toi, allez, on y va. Et tu le pousses, et tu l'encourages, et tu lui fais un discours de rizouk, et tu lui dis, allez, allons-y. Il bougera pas. Je peux vous le dire, j'ai essayé déjà. Le mec, il est mort. Il est mort. Tu dis, mais Chaz Shalom, nous tout. Qu'est-ce que tu vas dire? Ouais, mais après, ça frise de ridicule. Parce que le mec, il est mort. T'as l'air de quoi de lui dire lève-toi? Puisqu'il est mort. Même si on est au mois qui se lève. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il a fumé ce soir? D'abord, je ne peux pas vous le dire. Deuxièmement, je n'ai pas besoin de ça pour planer. Au contraire. Mais moi, Chazé Shalom, je ne parle pas des morts. Moi, je parle des morts vivants. Je ne parle pas des morts. Les morts, ils sont morts. Morts. C'est les gens qui cultivent la notion de mort et qui la réitèrent. Ça s'appelle remords. Mort. Ouais. Moi, je parle des morts qui sont vivants. Moi, je parle des gens qu'on peut encore sauver la situation. Moi, je parle des gens qu'il y a des solutions. Moi, je parle des gens qu'on peut s'en sortir. Moi, je parle des gens qu'on peut aller de l'avant. Moi, je parle des gens qui sont encore vivants. Et quand la personne elle-même vivante, elle se condamne à mort, ouais, c'est pas que tu lui dis meurs. Et les gens, ils ont peur. Ah, Rav, ne dites pas ça. Il ne faut pas que ça sorte de votre bouche. C'est une malédiction. Mais tu n'as pas besoin de moi pour être maudit. Vous me suivez ou non? Parce que quand toi tu dis ça marchera pas, vous la connaissez pas, vous le connaissez pas, il est fou, on a tout essayé, c'est trop dur, ça servira à rien, ça changera pas, ça va pas s'arranger, ça va revenir, ça va recommencer. Là tu parles de mort là. Et c'est vrai que quand tu vas pèleriner un mort, ouais, quand tu t'en vas, tu t'imagines bien que les morts ils se lèvent pas pour aller bosser ou pour aller en boîte. Ils restent là où ils sont, parce qu'ils sont morts. Donc les gens qui se condamnent eux-mêmes à l'immobilité, à la psychorigidité, au non-espoir, d'accord, ils sont morts. C'est ça ce qu'ils les Chachamim ils appellent Rechaim. Les gens ils croient Rechaim, Racha, Nevela, Mouchrat. Non, Havé Shalom, non. Une fois quelqu'un m'a dit ça, il m'a dit oui, mais la Torah, elle condamne à mort. Il ne faut pas dire Chayav Mita, ça culpabilise le public. Il ne faut pas dire que les Chachamim ils condamnent à mort quelqu'un. Il ne faut pas dire ça. C'est une Torah d'amour. C'est une Torah de. Mais de quelle Torah tu parles? Non, la Torah c'est la vérité. La vérité des fois ça fait plaisir, des fois ça fait pas plaisir. Vous me suivez ou non? La maladie quand tu t'en sors, ça fait plaisir. Quand tu t'en sors pas, ça fait pas plaisir. On ne dit pas Chazé Shalom. Mais il y a déjà les métastases que tu veux maintenant. Donc, le contraire. Il faut dire, je vais accepter et je vais me battre et je vais réussir. Et si ça marche, c'est bien. Et si ça marche pas, bah au Hachem. T'es capable de faire ça, toi? Ou tu vas être dans le Chazé Shalom? Déni de réalité? Ouf! T'as déjà vu quelqu'un qui peut soigner quand il refuse qu'il est malade? Impossible. Donc je suis malade. J'ai un problème. Je suis orgueilleux. J'ai un problème. Je suis dur. J'ai un problème. Je suis un menteur. J'ai un problème. Ok, t'es un menteur? Ouais, c'est une bonne base. Ben, maintenant, on va apprendre la vérité. D'accord? Tu n'as pas de respect de toi-même? C'est une bonne base. Viens, on va travailler sur le respect de soi-même. T'es angoissé à cause des pressions? Ok, donc ça veut dire que tu gères mal ton stress? C'est une bonne base. Viens, on va travailler sur le stress. On va travailler sur la confiance en soi. Ouais. Mais d'abord, il faut qu'on démarre de quelque chose de solide. Le granit. Mais si tu te fous de toi, ouais, et tu mets des couches et des couches et des couches de mousse à raser, plus 6 couches de chantilly, plus 3 couches de mousse de savon, et après tu dis, c'est là qu'on va faire l'immeuble. Après tu dis, ouais, c'est l'Ainara, c'est le shror de la belle-mère, c'est la conjoncture qui était mauvaise, c'était l'emplacement qui a un mauvais mazal. Non. Quand le sous-sol il est en mousse à raser, t'as pas besoin de l'Ainara. T'as pas besoin. Sauf si tu as besoin d'un prétexte. Et je rappelle que prétexte, c'est ce qui
précède le texte. C'est avant le texte. Le texte, c'est ce qui est écrit noir sur blanc. Noir sur blanc, ça s'appelle la prise de conscience. Maintenant, quand toi, tu ne veux pas regarder le texte, d'accord? Donc tu veux être avant le texte, ça s'appelle prétexte. Et le prétexte, c'est comme le contexte. Quand tu enlèves le texte, il reste le... Elle est jolie celle-là. Vous ne l'avez pas senti venir. Pourtant, vous me connaissez. Alors, donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que si toi, tu n'arrives pas à dire merci, ta question, ça ne doit pas être « Est-ce que je suis vraiment obligé de dire merci ?» Ouais. La question, elle doit être « Mais comment ça se fait que je ne ressens pas l'obligation de dire merci? Mais quel genre de maladie j'ai atteinte? Ouais. Quelle partie de mon cerveau n'a passé au laser? D'accord? Quelles cellules ont été détruites par ma sclérose pour que j'arrive pas à voir le bien que l'autre m'a fait? Je dois avoir un problème. Parce qu'il y a des maladies dégénératrices qui détruisent des cellules. Et quand ces cellules sont détruites, eh ben, il y a des fonctions qui disparaissent. Donc toi, tu es né avec un défaut génétique qui s'appelle la difficulté à dire merci. Maintenant, tu as deux solutions. Soit c'est juste un dérèglement, donc eh ben, tu vas nettoyer, tu vas enlever ton égoïsme et tu vas développer de la sensibilité. Et d'un seul coup, ça va venir que tu vas dire « Oh, tu sais quoi, j'ai besoin de te dire merci ». Soit tu vas voir qu'il manque un membre dans ton cerveau qui s'appelle la reconnaissance. En Hachem, heureusement qu'ils sont très peu nombreux, ceux-là, d'accord? Puisqu'on les a regroupés sous la forme d'un parti qui s'appelait le parti nazi, qui est naze à l'origine, d'accord? Parce que comment est-ce qu'un peintre en bâtiment, il peut devenir le maître du monde, même s'il a l'impression de faire fureur, d'accord? Alors, donc l'idée, c'est ça. L'idée, c'est que, ici, on te dit que même envers quelqu'un qui n'a pas fait exprès, même envers quelqu'un qui t'a fait du bien, parce que la femme de Rabbi Chia, ben c'est une maman, donc elle s'occupe de ses enfants, elle veut des enfants, donc elle l'a pas fait pour son mari. Et la femme de Rabbi Chia, eh ben, elle est jolie et tout ça, et elle va avec son mari, parce que quelque part aussi ça lui fait plaisir. Donc, même si elle le fait pour elle, si toi tu en retires un bénéfice, tu dois dire merci. D'accord? Mais ça, encore une fois, c'est avec la personne. Quand ça devient plus compliqué, c'est quand la Torah nous oblige à avoir de la reconnaissance envers la matière. Parce que l'autre, c'est une personne, elle a une conscience. Donc je peux imaginer qu'envers une personne, je dois dire merci. Parce que l'autre, elle a fait l'effort, l'autre, elle a été consciente, l'autre, elle a été volontaire, l'autre, elle a remis en cause son orgueil, son égoïsme. Donc moi aussi, je dois faire par effet de mimétisme, par effet miroir, je dois aussi faire la même démarche. Mais envers la matière, c'est compliqué. Alors c'est marqué, par exemple, que quand Hachem, il a ordonné à Moshe Rabbeinu les plaies d'Égypte, les 3 premières plaies, Dam, le sang, Sfardéa, les grenouilles et Kinim, d'accord, les poux, Moshe Rabbeinu n'a pas été lui-même. Hachem, il lui a dit, va faire ça. Et Moshe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Aaron. Pourquoi? Alors le Midrash, il explique que, en fait, Moshe Rabbeinu, il a été sauvé par le fleuve. Quand sa mère l'a jeté à l'eau, ouais, il ne s'est pas noyé. Donc il a été sauvé par le fleuve. Donc il ne peut pas faire du mal au fleuve de le rendre en sang. Après, les grenouilles, d'accord, comment elles sont apparues? Et la vermine, à partir de la terre. D'accord, donc lui, s'il va punir la terre, parce que c'est toute la poussière d'Égypte qui est devenue en poux. Donc quand il va maudire la terre, pour que la terre elle devienne une plaie pour les Égyptiens, lui, il n'a pas le droit de faire du mal à la terre, parce que la terre l'a aidé. D'accord? Pourquoi? Parce que quand il a tué l'Égyptien, ben la terre, elle a enseveli l'Égyptien. Donc elle l'a sauvé, entre guillemets, un certain temps du mal. Donc lui, il a de la reconnaissance. Alors tu vas dire encore une fois, mais tu vas dire, attends, je vais avoir de la reconnaissance envers la terre. Mais la terre, c'est de la matière. D'accord? La terre, c'est un matériau. Est-ce qu'un matériau, il a une conscience que moi, je me sens obligé envers elle? D'un autre côté, de vous à moi, aujourd'hui, par exemple, on souffre d'un très, très, très gros problème au niveau écologique, au niveau de la qualité de l'air, de la qualité de l'eau, de la qualité de la terre, avec tous les engrais qu'on a mis et tout ça, qu'on a réussi à créer une terre morte.
Parce que nous, d'après nous, le monde il a été créé il y a 6000 ans. D'après eux, ça fait 15 milliards d'années. C'est-à-dire que pendant 15 milliards d'années, la Terre, elle a produit. Eux, ils ont réussi à faire en 200 ans de produits chimiques que la Terre ne produit plus. C'est beau. C'est qu'ils ont réussi à faire en 200 ans ce que la nature n'a pas réussi à faire en 15 milliards d'années. Un jour, j'avais lu un article sur ça, sur les Indiens, les Sioux, je ne sais plus quoi, je ne sais plus lesquels. Quand les Américains, donc les envahisseurs, ils ont gagné la guerre, donc ils ont détruit la nation indienne, ils ont eu la dernière réunion pour faire le traité de paix. Donc vous avez compris que les hommes civilisés, ils sont venus d'Angleterre, ils sont venus de France pour civiliser un pays sauvage qui s'appelait l'Amérique. Et là-bas, il y avait des hommes chiens qui couraient dans l'herbe en mangeant des bisons et en scalpant les gens. Et eux, ils ont amené la civilisation. Et ça, vous pouvez le lire, hein, c'est incroyable. Le chef indien, il est en réunion, donc lui, c'est le sauvage, et l'autre, c'est le civilisé. Qu'est-ce qu'il lui dit, le chef indien? Il a dit, nous, on nous a donné une terre. Ça fait 2000, 3000 ans qu'on est là. On a toujours fait attention de préserver. C'est-à-dire qu'on mange le bison, avec la peau du bison, on fait le toit de la maison, avec les os, on fait les arbres, avec le bois, on fait les montants, avec la peau, on s'habille, avec la chair, on mange, avec le truc, tout faire que la nature, on ne la touche pas. Vous, maintenant, vous voulez faire des villes, vous voulez détourner les fleuves, vous voulez mettre des produits chimiques, vous amenez des maladies qu'on n'avait pas de la civilisation, qui sont des dégénérescences de vos défauts de malades. Ouais. Donc nous, maintenant, puisqu'on a perdu la terre, on va confier la terre. Nous, ça fait 2000 ans qu'on l'a préservée, et c'est vrai que quand le camp indien il s'en va, eh ben, c'est nickel, parce qu'ils n'ont rien touché au niveau de la nature. Mais quand une ville, elle ferme, t'as vu ce qui reste de la pollution dans la terre, les ruines, l'herbe qui pousse plus, la destruction, soi-disant, du progrès. Vous suivez ou non? Non, c'est intéressant que c'est un sauvage qui explique à un civilisé qui lui souhaite de réussir à ne pas détruire ce qu'eux ont préservé. Lequel des deux qui est sauvage? Tu me dis, ouais, mais ils scalpaient les gens, tout ça. Ok, bon, aujourd'hui, les gens, ils se scalpent tout seuls. C'est une coupe de cheveux, d'accord. Mais l'idée, en soi, elle est intéressante. C'est que on court après le progrès à tout prix, mais peut-être que le progrès, il va nous coûter plus cher. Tu sais, on a inventé les médicaments parce que les gens, on veut plus qu'ils soient malades. Maintenant, ils ont un problème de tous les cancers qui viennent à cause des médicaments. Donc, c'est embêtant. Vous me suivez ou non? Ouais. Et ils ont créé, je sais pas, des produits pour pas sentir mauvais. Après, ils se sont rendus compte que l'aluminium qui était dedans provoquait le cancer du sein. Bon, alors tu dis, bon, ok, ben peut-être que ça vaut mieux de puer. Plutôt que de mourir prématurément dans la souffrance. Mais chaque truc, c'est comme ça. Ouais, ils ont produit des millions et des millions de petits objets en plastique pour que les enfants ils puissent s'amuser. Manque de peau, le mercure qu'ils ont utilisé, il est tombé dans la mer. La mer, les poissons l'ont mangé. Du coup, les gens qui mangent le poisson, ils se retrouvent avec des enfants qui ont 3 bras, 2 têtes, 6 mains. Ouais, mais c'est une logique. C'est une logique. Tout ça, pourquoi? Pour avoir des jouets en plastique. Fais des jouets en bois, quand ils sont usés, tu les jettes à la poubelle, ils retournent dans le cycle, il n'y a rien de perdu. Non, tu fais un jouet en plastique, dans 800 ans, il est encore là. Non, moi, c'est pas pour... je suis pas dans l'écologie maintenant, d'accord? Parce que c'est comme si à la Torah, elle avait anticipé sur les vers, d'accord? Et ça, c'était déjà reconnu en poésie, ça s'appelle pré-vers, d'accord? Mais non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de dire que des fois, tu crois que tu fais du bien, mais en vérité, tu fais du mal. Maintenant, quand toi, tu reconnais ce que la terre t'apporte, tu la respectes. Mais si au lieu de respecter, tu l'utilises, eh ben, tu l'uses. Oui. Donc, ils sont en train de se bagarrer, il faut des voitures moins polluantes, il faut des usines moins trucs et tout ça. Mais attends, mais quand tu n'auras plus d'air, à quoi ça servira de savoir si on doit s'habiller comme ça ou comme ça? Quand tu n'auras plus d'eau, à quoi ça servira de se demander? C'est qu'en Afrique du Sud, par exemple, c'est arrivé à un moment, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. Eh ben, c'est un pays civilisé, l'Afrique du Sud. Il n'y a pas d'eau. Les mecs, il n'y a pas d'eau. Tu dis, attends, c'est pas possible. Alors, ils réfléchissent d'amener des icebergs, d'amener des... Mais attends, mais c'est quand même bizarre. Maintenant, moi, encore une fois, je ne suis pas dans la logique de l'analyse politique de la situation. Je suis dans la question, est-ce que le progrès est un progrès? Maintenant, la base de ça, c'est quoi? C'est le manque de reconnaissance. Parce que quand
tu prends la matière et tu lui donnes sa valeur, et ben là, la matière te le rend. Comme quand tu respectes ton corps. Ton corps, il te dit, le gras est pas bon pour moi. Arrête d'en manger. D'accord? L'alcool, c'est mauvais. Arrête. La cigarette, ça fait des dégâts. Arrête. Ah, tu dis, laisse-moi kiffer, laisse-moi kiffer. Oh, bah, c'est bon, bah vas-y. Après, tu pleures, tu t'allumes de veilleuse. Tes 2 poumons, tu peux les offrir à une société d'autoroute. Bah, c'est 2 morceaux de goudron. Tu dis, bah, c'est pas grave, j'ai kiffé ce que j'ai kiffé. Ouais, c'est un peu ta vie qui est partie en fumée, quoi. D'accord? Mais alors, c'est ton choix. C'est pas grave. C'est ton choix. T'as le droit. Le droit de mourir, le droit de vivre, il entraîne le droit de mourir. D'accord? Mais si tu avais respecté ton corps, parce que tu vois que ça te donne la nausée, bah arrête. Tu vois que ça te fatigue, arrête. Tu vois que tu n'arrives plus à respirer, arrête. Donc, le respect que tu as pour ton corps, en fait, c'est une akaratatov envers ton corps. Bah, le respect que tu vas avoir pour ton conjoint, le respect que tu vas avoir pour tes enfants, c'est une akaratatov. Maintenant, akaratatov à ce niveau-là, est-ce que ça veut dire reconnaissance? Non. Ou c'est avoir tout le temps la akara, c'est-à-dire la perception active et consciente du tov, du bien. Vous voyez la différence ou non? Donc on n'est plus dans une logique comme ça de politesse, faut dire merci, faut demander la permission, faut laisser la place aux vieux. Non, c'est une logique d'akaratatov. Ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la reconnaissance que j'ai du bien d'une chose, elle fait que le bien de la chose peut se réaliser. La preuve, c'est que quand je ne reconnais pas le bien de la terre arrête de me rendre ce qu'elle est censée me donner. Donc quand je ne reconnais pas le bien que l'autre me fait, l'autre, il va arrêter de me donner ce qu'il était censé me donner. Pourquoi? Pas parce que par effet de haine et de rancune, puisque toi, tu ne me fais pas du bien, moi, je ne te fais pas du bien. Ça, c'est la maternelle. Chacun, il tape par terre. Je suis le plus fort, je suis le plus fort. Mais quand on a dépassé 8 ans et demi, on peut arrêter. D'accord? C'est seulement que ça s'appelle en français un effet de levier. L'effet de levier, c'est que quand tu souris à quelqu'un, l'autre te sourit. Alors si toi tu dis non, je souris que si on me sourit, eh ben les deux vont faire la gueule. C'est pareil. Si moi je fais du bien, quand on me fait du bien. Donc, tu es un profiteur. Tu es une profiteuse. Rappelez-vous ce principe développé par Banchetrit qui est très connu, c'est que, vous savez, il y a une expression, on dit que quand tu tiens la couverture, à toi, ouais, toi t'as chaud, l'autre a froid. Quand l'autre tire la couverture, l'autre a chaud, toi t'as froid. Quand vous tirez les deux la couverture, les deux ont froid. Tu dis, ouais, mais alors quoi, faut pas tirer la couverture, hein, je n'ai pas le droit de penser à moi. Eh bien, quand tu ne tires pas la couverture, et que l'autre ne tire pas la couverture, comme il y a une seule couverture, on va être obligé de se serrer. C'est comme ça que les enfants naissent. Ouais. Mais quand tu tires la couverture, tu es tout content parce que tu dis, ouais, j'ai chaud. Ouais, j'ai gagné. Ouais, j'ai raison. Ouais, le Rav, il a dit que c'est moi qui ai raison. Ouais, le truc. Ah, t'as vu? Les gens ont dit, ouais. Ah, t'as vu tes copains, ils t'ont charrié parce qu'ils ont dit que j'ai raison. Ok, t'as raison. Kol hakavod, bravo pour toi. À l'Empire d'Hébrel, tu seras l'empereur. Mais comment tu te sens que l'autre, maintenant, elle a mal? Genre, t'as gagné. J'ai gagné. Ok, mais t'as gagné. Ok, mais l'autre, il a mal. Si c'est dans un concours, dans un sac de poker, ben, tu le reverras jamais, le mec. Mais là, tu vis tous les jours avec. Tu es tous les jours en face de quelqu'un qui a la remma de se dire « j'ai perdu », comme s'il y avait quelque chose à gagner. Est-ce que la main droite, elle va s'engueuler avec la main gauche? Non, comme ça, la Gemara dit. La Gemara dit, mais on ne comprend pas, il y a l'interdit de l'otikom et l'otitor. Il y a l'interdit de se venger, de garder rancune. Alors, la Torah donne un exemple. C'est comme si quelqu'un il veut couper de la viande, il prend un morceau de viande, mais il est en pleine jungle, il n'a pas de table, il a rien pour se poser, il n'a pas de plateau, il n'a pas de pierre, il n'a rien. Donc il a un morceau de viande dans la main gauche, il a le couteau dans la main droite. Et il veut couper la viande en petits morceaux pour pouvoir la faire cuire et la manger. Mais vous savez, la viande, ça glisse. Et quand la main droite essaye de couper, elle glisse sur la viande et elle coupe la main gauche. Et le sang, il coule.
La main gauche de Ner, qu'est-ce qu'elle fait? Elle jette la viande, elle arrache le couteau et elle coupe la main droite. La Gemara, elle dit ça. Ouais, elle dit, est-ce que ça arrive ça? Jamais, pourquoi? Chez Nehema, parce que c'est marqué, Ve'afta l'iracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. N'importe qui lit cette Gemara, c'est dans l'Yerushalmi, dans les Darim, ouais, il va dire, mais de quoi elle parle la Gemara? Toi, tu parles de la main droite et de la main gauche, qui font partie d'un seul peuple. Vous me dites, mais non. Qui font partie d'un seul couple, qui font partie d'une seule famille. Donc, si même par erreur ou par maladresse, ou même par mauvaise volonté négative, la main droite a fait mal à la main gauche, est-ce que la main gauche va se venger? Et la Torah l'a dit, Ve'a afta, tu aimeras. On l'a déjà expliqué 1 million de fois que Ahava, c'est la même valeur numérique que Echad. Et Echad, c'est 1. Donc le vrai problème, c'est pas est-ce qu'il faut se venger ou pas se venger. Le vrai problème, c'est comment ça se fait qu'il n'y a pas de solidarité entre nous. Parce que si moi je suis capable de te parler mal, et si moi je suis capable de supporter ta souffrance sous prétexte que dans mon ego je sais que j'ai gagné, on a un vrai problème. C'est qu'on n'a pas de solidarité. Donc on va se demander si Bichlal on est marié. Et c'est une vraie question. Est-ce qu'on peut faire des enfants avec un colocataire? D'abord, comment tu vas l'appeler le petit? Champ 26. Donc en vérité, on a perdu le vrai combat. Le vrai combat, c'est le combat de la solidarité. Le vrai combat, c'est le combat de la remise en cause. Le vrai combat, c'est de casser l'ego. C'est ça le vrai combat. Maintenant, si on a gagné le petit combat, ouais, parce que dans le petit combat, il y a le petit bas. Ouais, du genre, c'est moi qui ai raison, et je t'ai prouvé que, et tout le monde est d'accord avec moi, et puis de toute façon, t'as vu, tu baisses la tête, et tu comprends rien, et de toute façon, t'es nul, et t'es une khmara. Mais mon amour, si je suis une khmara, toi, t'es le mari d'une khmara. Si je suis une folle, toi, t'es le mari d'une folle. Si je suis un débile, toi, t'es la femme d'un débile. Donc, comment tu peux couper la branche sur laquelle t'es assise? Et là, pourquoi? Parce que c'est une question d'ego. Non, moi je veux pas. Moi je veux pas. Parce que toi, en existant, tu me remets en cause mon existence. Ça s'appelle Shana Rishona. C'est la première année de mariage. C'est pour ça que le Khatan, quand il y a la guerre, il y va pas, puisqu'il a déjà la guerre à la maison. C'est pas la peine. D'accord? Ouais. Mais est-ce qu'au bout de 15 ans de mariage, on peut être encore dans la Shana Rishona? Après 25 ans de mariage, oui, toi, vous les Tunisiens, toi les Marocains, toi ta famille, ta race, toi ton corps, ton fric, ta chambre. Eh ouais chérie, viens on passe à autre chose. Tu sais quoi, on se fait genre une nuance. Après il en reste que 49, d'accord? C'est-à-dire, on évolue, on passe à autre chose, on voit différemment, on arrête l'agression, on arrête la remise en cause, on arrête la destruction, on arrête la bagarre. Parce que la guerre s'arrête, faute d'ennemis. Maintenant, comment tu peux être ennemi de la personne qui t'a donné sa vie, qui t'a donné sa jeunesse, qui t'a donné son corps, qui t'a donné des enfants, qui t'a donné une parnassa, qui t'a donné une maison, qui t'a donné ses nerfs? Comment tu peux être ennemi avec une personne comme ça? Ça veut dire que ton orgueil et ton égoïsme, ils sont plus puissants que ta reconnaissance du bien que tu as reçu. Alors, quel niveau d'aveuglement il faut atteindre pour être brêle à ce point-là? Et encore, je reste poli parce qu'on est dans une synagogue. Parce que là, c'est vraiment de la bonnerie, avec une lettre d'écart. T'as envie de lui dire, mais attends, mais t'es un vrai contribuable. C'est pas possible, à ce point-là. Mais attends, mais dis merci et c'est tout. Tu vois qu'il se débat à l'intérieur. Qui a dit? Et pourquoi? Et c'est pas à moi de faire le premier pas. Et mon père, il a jamais baissé la tête. Ok, mais ta mère s'est pendue. C'est vrai, d'accord, mais... C'est tellement dur de vivre. Donc de casser le chien et la chienne qui est en toi. Mais vas-y, prends-la et égorge-la. Vas-y, va l'égorger dans la baignoire. Ou trouve un rabbin qui va t'aider. Ben, le rabbin lui-même, il faut qu'il ait déjà égorgé son propre chien qui est en lui, attention. Hein. Ah oui, sinon, ça va devenir carrément... C'est plus une synagogue, c'est un chenil. Donc cette logique-là, vous avez compris?
c'est que même envers la matière, je dois avoir la reconnaissance. Mais vous avez compris que ici, c'est pas que genre je vais dire merci à la terre. Bonjour la terre, merci la terre. Bonjour l'eau, merci l'eau. Non mais attends, après tu vas commencer à parler dans les oreilles de ton cheval, c'est dangereux, surtout si tu l'épouses, parce que la vérité, c'est jument. La vérité. Et bienvenue, d'accord ? Maintenant, c'est quoi l'idée ? C'est que, c'est pas que je vais dire merci à l'eau, non. C'est que, puisque le bien qui est contenu dans quelque chose ne peut se déclencher que par la conscience que j'en ai, donc en disant merci, je déclenche le bien. C'est marqué dans la Torah, c'est marqué dans Bereshit que les graines étaient déjà dans la terre, mais elles n'avaient pas poussé parce qu'il n'avait pas plu. Il a fallu que l'homme prenne conscience de la nécessité de la pluie, et quand l'homme a compris l'importance de la pluie, donc il a plu, donc ça a poussé. C'est-à-dire que si l'homme n'avait pas pris conscience de l'importance de la pluie, les graines n'auraient jamais poussé. Alors qu'est-ce que c'est la graine ? Eh bien c'est le potentiel. Qu'est-ce que c'est la pluie ? C'est Geshem. Geshem, c'est Geshamim. Geshem, c'est Gashmiut. Gashmiut, c'est la matérialité. Donc maintenant, Geshem, c'est le déclencheur de la matérialité. Maintenant, d'où est-ce qu'il vient la pluie ? Elle vient du ciel. Donc tant que je ne reconnais pas que le déclencheur de la matérialité vient du ciel, le potentiel enfoui dans la terre ne peut pas se développer. Voilà. Traduction, la prise de conscience de l'homme génère la bracha. Donc si toi tu ne crois pas au potentiel de ce magasin, il ne marche pas. Et toi tu ne comprends pas. Tu perds de l'argent tous les jours. Un mec qui le rachète pour le franc symbolique, il fait 4 000 € par jour. Tu dis ouais c'est le mazal. Mais au fond tu y croyais toi ? Non, toute la journée. Ouais il est mal placé, il n'est pas lumineux, les vendeurs sont nuls, la marchandise c'est pas ce que j'attendais, la conjoncture n'est pas bonne, les gens ne consomment pas en ce moment. Mais pourquoi il y a des mecs qui deviennent milliardaires pendant la crise ? Parce que le magasin il est pourri. Le produit il est naze, mais lui il y croit. Et c'est quoi la croyance ? La croyance, c'est la conviction du potentiel qui ne se voit pas, puisque la croyance, c'est de s'investir dans ce qui ne se voit pas, ça s'appelle la foi. Maintenant, quand tu investis dans ce qui ne se voit pas, c'est parce que tu as conscience de la valeur de ce qui ne se voit pas. Comment on appelle la valeur qui ne se voit pas ? Le tov. Comment on appelle la conscience de la valeur de ce qui ne se voit pas ? On s'appelle akarat hatov. Voilà. Donc tu peux avoir 1 million dans ton compte en banque. Si tu as oublié le login, tu ne l'auras pas. Tu dis, attends, mais c'est mon argent. Attendez, monsieur le banquier, on se connaît. Je viens tous les jours, je dépense 1 000, 2 000, 4 000, 20 000. Bon, là, il me faut 30 000. Dans le compte, il y a 600 000. Vous me donnez mon argent. Le mec, il dit, je ne peux pas, monsieur. C'est un compte numéroté. Vous me donnez le numéro. Je dis, mais je l'ai oublié. Il y avait un Rav Yaakov Galinsky, Zichrono Livracha. Lui, c'était un Baal Moussar, c'est-à-dire quelqu'un qui enseignait la morale. Quand il avait 18 ans, le Chafetz Chaim l'a envoyé pour parler dans les communautés. Je ne sais pas si vous voyez le genre. Donc imagine à 80 ans, comment il est dans le Moussar. Le vrai Moussar, hein, pas le vrai, d'accord ? Et lui-même, avec tout ce qu'il a étudié la morale, et tout ce qu'il a enseigné la morale, et tout ce qu'il a ressenti la morale, et tout ce qu'il a brûlé la morale, et pleuré la morale, parce que c'était Novardok, ouais. Il a dit la plus grande leçon de morale que j'ai reçue, il a écouté le Chafetz Chaim, mais la plus grande, il a dit c'était dans une banque en Suisse. Un jour, je vais dans une banque, je rencontre un Suisse, un banquier suisse, et le banquier, il me dit, écoutez, je vais vous montrer quelque chose. C'est un juif, bon, ce qui n'est pas forcément, mais c'est pas rare, et il lui sort un vieux livre comme ça. Vous savez, à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, les vieux livres de comptes qui étaient reliés avec du tissu. Et les livres comme ça de compta, verts. Et puis à l'intérieur, tu avais des pages avec que des lignes. Et il lui sort ce vieux livre, qu'on voyait qu'il était vieux. Il dit, vous savez, ce livre, il date d'avant la guerre, avant le 39-45. Et en fait, ce livre, on a répertorié dedans que des comptes numérotés. Et c'est vrai, quand on ouvrait les pages, il n'y avait pas de nom. Il y avait un numéro et des chiffres. Et vous voyez, tout ça, c'est les dépôts. Ça, c'est le total. D'accord ? À l'époque, c'était des roubles ou je ne sais pas quoi. Il a dit, moi, je l'ai hérité de mon père qui était lui aussi banquier. Et dans ce livre de comptes, on a répertorié que les comptes numérotés dont les propriétaires avaient oublié leur numéro.
On ne parle même pas de tous les clients de la banque. On ne parle même pas de tous les clients qui sont morts pendant la guerre. On parle des clients qui étaient vivants et que les mecs, ils ont déposé des millions, mais ils ont oublié le numéro. Je ne sais pas si vous me suivez. L'autre, il vient te voir, imagine, maintenant le mec, il a mis 23 millions de roubles en 30 ans de business. Il vient te dire, j'ai besoin d'argent. Le mec, il dit, mais c'est dans le contrat. Le contrat, c'est que tu as voulu un compte anonyme avec un numéro. Maintenant, si tu as oublié le numéro, quand il écrit, tu le tatoues dans le dos de ta femme, je sais pas, sur le front de ta mère, tu trouves un truc. Mais tu me dis que tu l'as oublié, je peux rien faire pour toi. Il a dit le Rav. Ce livre-là, c'était le plus grand moussard qu'il a reçu de sa vie. C'est-à-dire, quand on prie la Hevel Varik, c'est que toute ta vie, elle est partie en fumée, quoi. Le mec, il a passé toute sa vie, il a sacrifié sa santé, il a sacrifié sa famille, il a sacrifié sa Torah pour faire du fric. Le fric, il l'a mis dans un compte, le compte, il est numéroté, et le mec, il a oublié le numéro. Vous me suivez ou non? Eh bien, le numéro, quand tu donnes le numéro, l'argent, il est à toi. Vous me suivez ou non? Eh bien, c'est comme quand tu fais ton login, tu peux débloquer le compte et sortir l'argent. Eh bien, le login de l'argent qui est dans le compte, c'est la reconnaissance. Donc, quand tu n'as pas de reconnaissance, même si le bon Dieu t'a préparé une bracha de folie, cette année, tu dois prendre 200 millions d'euros, mais tu n'as pas la reconnaissance. Le magasin, il va te sauver la maison, mais tu n'y crois pas. Ta femme, elle va t'amener la chérine à la maison, mais tu penses que c'est une khmara. Cet enfant-là, il va être un génie, mais tu penses qu'il est nul. Eh bien, le mec, il va rester nul. Parce que tu n'arrives pas à percevoir le tov. Tu ne vois pas le bien. Donc, vous avez compris. C'est pas genre une obligation de politesse, de dire merci. Non, tu n'as pas compris. C'est un levier, Baba, c'est un levier. Ouais. Donc, si tu ne vois pas le bien, donc tu ne peux pas déclencher le bien, puisque le déclencheur du bien, c'est la conscience du bien. Donc, akaratatov, ça ne veut pas dire merci. Ça veut dire perception. Akara, c'est la perception, c'est la conscience du tov. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Des fois, le tov, il ne se voit pas. Et puis, des fois, le tov, il n'y a pas que du tov. Il y a aussi du ra. Il y a aussi du mal. Peut-être c'est ça le piège. Ce qu'on appelle en philosophie un PAC, un piège à... Oui, parce que dans tous les phénomènes, il y a toujours du bon et du mauvais. Dans toutes les personnes, il y a toujours du bon et du mauvais. Dans tous les systèmes, dans toutes les écoles, dans tous les rabbins, dans toutes les synagogues, même dans la Torah, même dans la vie, il y a du bon et du mauvais. Maintenant, le problème, c'est ce qu'on appelle le problème du contraste et le problème du focus, en prononçant le S, très important. Oui, parce que il y a un phénomène dans la vision, c'est que la montre, elle est là. Quand vous la regardez et que vous êtes bien concentré dessus, bien c'est difficile de le faire en même temps, mais vous vous rendez compte que tout ce qui est autour est flou. Parce que tu es focus sur la montre. D'accord? C'est pour ça que le gars qui est focus sur son travail, sa famille, elle est floue. Celle qui est focus sur ses enfants, son mari, il est flou. Ouais. Celui qui est focus sur le... je sais pas moi, sur la badoie, le Perrier, il est flou. Le Perrier, c'est... Bon, c'est pas grave. D'accord. Mais vous dormez ou quoi? Ça doit être la chaleur. Donc, c'est quoi l'idée? C'est qu'en vérité, le problème, c'est sur quoi tu es focus. D'accord? Maintenant, est-ce qu'on peut réussir à prendre une photo et que tout est net? Le devant et le derrière. Oui ou non? Bien sûr. Vous n'avez jamais pris de photo? Ah bon, aujourd'hui, tout est automatique. C'est-à-dire qu'ils ont même mis un GPS pour la photo. C'est-à-dire, ça s'appelle un focus automatique. D'accord? Donc, dès que tu regardes, il est net. Alors qu'avant, il fallait que toi, tu fasses le réglage. D'accord? Alors, je vous dis un secret. À l'époque où il fallait faire le réglage, l'objectif, quand vous le mettez sur infini, tout est net. Infini, c'est quoi? L'infini, c'est la symbolique physique de la perception essentielle des choses. Parce que l'infini, c'est quoi? C'est l'essentiel. L'essentiel, c'est l'essence du ciel. C'est-à-dire que chaque fois que tu rentres dans ta lecture la dimension essentielle, tout est net.
Alors que c'est quoi le flou? C'est que quand tu rends ça essentiel, le reste est superficiel. Donc en fait, tu définis le superficiel en définissant l'essentiel. Mais si tout est essentiel, il n'y a plus de superficiel. Maintenant, tu vas me dire, mais on ne peut pas se concentrer sur tout. Non, mais tu peux te donner un sens à tout. Quand tu donnes un sens à tout, ouais, il ne reste plus rien d'insensé. Ça va? Mais non. Puisqu'on a dit que Tov, ça veut dire complet, ça veut dire que moi, je dois regarder tout en global. Donc, ce qui me fait plaisir, ce qui ne me fait pas plaisir. Le maintenant, le demain. Ce qui m'arrange, ce qui me dérange. Je prends tout, j'accepte tout. Et pourquoi? Et c'est normal en vérité. Parce que même quand je choisis un fruit dans l'étalage, mais le reste de l'étalage, il y a des fruits. Imagine, tu arrives, il y a un fruit. Tu vas dire, attends, c'est quoi cette misère? On est en Russie ou quoi? En 1942, il y a un fruit dans l'étalage. Donc avant de prendre le fruit, déjà, tu es angoissé de l'étalage. Donc la profusion sur l'étalage, qui te donne le choix de prendre. Ouais. Donc ce que tu prends pas fait partie de l'étalage. Quand tu te maries, il y a des millions de filles. Mais tu as l'impression d'avoir le choix, parce qu'il y en a d'autres. Mais s'il n'y en a qu'une, on est deux sur une île déserte. Tu veux qu'on fasse un chidour? J'aime jamais une Marocaine. Ben attends, il y a que moi. Ben, je peux changer de nationalité si tu veux. Comment tu vas faire? On verra les cas personnels après. D'accord. Mais l'idée, c'est ça. C'est qu'en fait, le focus, ouais, il génère automatiquement la différence. Et la différence, elle génère la distance. Et la distance, elle génère la désolidarisation. Et la désolidarisation, elle génère la haine. Et la haine, elle génère la rancune. Et la rancune, elle génère le meurtre. La preuve, c'est que Yaakov, il a préféré Yosef. Et vous voyez tous les problèmes qu'on a eus. La Gemara dit qu'on est parti en Égypte parce que Yaakov, il a préféré son fils. Donc tu dois tous les aimer pareil, sans condition. Ah, celui-là, il est plus intello, celui-là, il est moins intello, celui-là, il est plus matérialiste, celui-là, il est moins, celui-là, il est plus intelligent, celui-là, c'est tes enfants. Tu dois les aimer sans condition. Donc là, tu les as mis tous au même niveau. Donc du coup, il n'y a plus de focus. Comme il n'y a pas de focus, il n'y a pas de complexe de ne pas être dans le focus. Après, tu dis, non, mais moi, c'est parce que j'ai un esprit élitiste. Mais élitiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a qui ont été créés pour être des déchets. Et c'est pareil. Est-ce que le bon Dieu, il nous aime tous? Ou le bon Dieu, il aime que les gens gentils et que les tzadikim? Si vous allez dire, mais c'est un Dieu d'amour et tout, marqué quand même dans la Torah, tu vas prendre la treha. Mais la treha, ça fait partie de l'amour. Parce que quand un parent, il est tellement découragé d'un enfant qu'il veut même plus le reprendre, même plus l'engueuler, même plus lui mettre la treha, l'enfant, il ne doit pas dire, ouais, il m'a arrêté de me frapper. Ouais, l'enfant, il doit dire, ça y est, je suis sorti de son cœur. Puisqu'il n'a même plus l'espoir que je m'arrange. Donc la treha, elle fait partie de l'amour. Alors je ne parle pas de la treha névrotique du mec qui se défoule. Ça c'est autre chose, il vaut mieux qu'il aille se soigner. Mais une treha pour faire grandir la personne, parce que je suis choqué, parce que je t'aime tellement, parce que je suis déçu et j'ai peur pour toi, mais c'est une bonne treha ça. Et ça c'est un phénomène très bizarre. Hein. Ça vous pouvez, ça je l'ai trouvé dans les documents sur la domestication des chiens. Non, je rigole. C'est que quand vous donnez une treha à un enfant, si il se sent proche de vous après la treha, c'est que vous lui avez donné par amour. Mais s'il se sent loin de vous, c'est que vous lui avez donné par haine. Vous me suivez ou non? Non, je n'ai pas dit qu'il faut frapper les enfants. Vous dire oui, au XXe siècle, on frappe plus les enfants. Je ne parle pas de ça. Ouais, parce qu'un enfant, des fois, il préfère une bonne tannée que lui dire je ne veux plus te voir, mon fils. Je tourne la tête, sors de la pièce, s'il te plaît, ta présence et ton existence m'indisposent. Là, l'enfant, il dit, non, tue-moi, mais ne me laisse pas comme ça. Issa pana velecha, veyasem lecha shalom. Tourne ta face vers moi, parce que quand tu dis, je veux plus te voir, Dieu va t'exaucer, puisque tu vas devenir aveugle. Non. Ouais. On dit, les enfants, ils me sortent par les yeux. C'est pas une expression, c'est une réalité.
Il y a des gens qui se font greffer des nerfs en titane. Tellement les gosses, ils les rendent cinglés. Ouais. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que je vais aimer l'enfant malgré ses défauts. Ouais. Et je vais aimer la situation malgré les difficultés. Et je vais aimer la vie malgré les souffrances. Ah, comment je vais faire? Alors, il y a deux solutions. Soit je vais faire, je prends sur moi, eh ben je prends sur moi. Soit parce que j'ai un caractère comme ça, à tout écraser. Soit parce que je dis, si Dieu l'a envoyé, c'est comme ça. Non, on t'a pas dit de prendre sur toi, parce que prendre sur toi, ça veut dire que tu mets la poussière en dessous les carpettes. Et un jour, on fait le ménage de Pessah et on trouve 128 tonnes de crasse. Parce que tu dis, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu dis, non, 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 j'aime, même le défaut, je l'aime. Les grands-mères, je me rappelle, mais les grands-mères, quand elles changent, des fois, on était un peu dégoûtés de changer la couche au bébé et tout ça. Alors, elle disait, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, c'est ça, il a fait pipi, il a fait caca, le petit. Alors, la grand-mère, en arabe, elle dit, même son caca, je le mange. C'est une expression, hein, c'est pas un conseil culinaire. Ouais. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que quand t'aimes quelqu'un, t'aimes quelqu'un. Ouais, exactement pareil. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils se marient, et au bout de 14 jours, ouais, je supporte plus son caractère. Mais papa, quand tu l'as épousé, il y avait son corps et son caractère. Sinon, il fallait prendre une poupée gonflable. Donc, tu aimes la personne avec son caractère. Tu l'aimes avec sa famille. Les mecs, ils me disent, ouais, les beaux-parents, je veux plus qu'on voit les parents. Mais c'est un paquet, tu t'as pas compris. D'ailleurs, il faut commencer par draguer la belle-mère avant de draguer la fille. Parce que c'est elle qui va t'amener au divorce. Donc, tu vois, tu dois t'arranger avec. D'accord? Après, tu dis, ils sont plus religieux, moins religieux. Ben, écoute, c'est ton mazel. Après, tu dis, l'enfant, il comprend pas. Écoute, il a un seul défaut, il vient de toi. D'accord? Donc, ça veut dire que si tu t'aimes entièrement, tu dois l'aimer entièrement. Maintenant, aimer entièrement, puisqu'on a dit que Tov, ça veut dire complet. Donc, Akarata Tov, c'est reconnaître le tout. Mais quand tu traduis reconnaître le bien, malheureusement, automatiquement, tu mets contraste le rat. Donc, la perception du Tov, elle fait ressortir le mal. C'est comme si le gars, il veut des renseignements sur la fille. Il dit, bon, comment elle est physiquement? Si tu dis, elle a des beaux yeux, ça veut dire qu'elle pèse 122 kilos. Bah oui, parce que pourquoi vous me parlez des yeux? C'est-à-dire qu'il y a que ça qui est joli. Enfin, je ne vais pas épouser une coupole avec deux yeux dedans. Tu dis, elle est magnifique. Tu dis, elle est belle dans sa tête. Ouais, tu dis, les femmes qu'on aime, elles sont toujours belles. Mais si tu me dis, donne-moi les mensurations, montre-moi une photo, tu veux pas aussi un poster en relief? C'est une personne que tu épouses ou c'est de la viande organisée de manière harmonieuse selon son mazal pondéral? Donc moi, je te dis les qualités, je te dis son cursus, je te dis ce qu'elle a vécu, et maintenant, si tu veux, tu la rencontres. Mais si tu dis, non, je préfère la voir d'abord, donc on n'est pas au magasin de potiche maintenant et on compare les vases. Parce que les vases, ils sont vides à l'intérieur. C'est rare qu'un gars, il achète un vase plein. Donc ça veut dire que toi, ça ne t'intéresse pas ce qu'il y a dedans. Alors comme disait le ravioli, ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans la boîte. Le ravioli, très très connu en Italie. Hein. Les chivas à sauce tomate, très très... Mais cette logique, d'accord, ça veut dire que, vous avez compris maintenant, que Akarata Tov, ouais, donc, puisqu'on a dit encore une fois que Tov, ça veut dire le complet, donc c'est la perception du complet. La perception du complet, c'est marqué Ve'a Afta, et Hashem Elokecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, Bechol Levavecha, Ufrol Nafshecha, Ufrol Meodecha. Meodecha, c'est quoi Meod? C'est beaucoup, ça veut dire de tous tes moyens. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tous tes moyens. Mais Bechol Meodecha, c'est aussi Mida. Rashi dit Bechol Mida ou Mida, chez Akadosh Baruch Hu Moded Imcha. Ouais, dans toutes les qualités, c'est-à-dire dans toutes les attitudes, dans toutes les situations que le bon Dieu t'enverra, tu continueras à l'aimer. Maintenant, on a déjà expliqué plusieurs fois que Ahava, c'est la même valeur numérique que Echad. Donc, en fait, on traduit Ve'a Afta, tu aimeras, mais si le sens de Ahava, c'est 1, donc en fait, Ve'a Afta, c'est
les deux, tu feras un et tu unifieras. Oui, vous me suivez ou non? Tu unifieras. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on te demande d'unifier? Parce que toi, au contraire, tu as tendance à séparer. Genre ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce qui me fait plaisir, ce qui me fait pas plaisir, ce qui va dans mon sens, ce qui va pas dans mon sens. Mais là, on parle pas de toi, on parle pas de tes problèmes psychiatriques. On parle de ta perception de la réalité. Est-ce que la réalité, tu l'acceptes en global ou non? Est-ce que la vie, tu l'acceptes en global ou non? Quand tu l'acceptes en global, pour le meilleur et pour sa famille, donc, maintenant, tu prends la personne en entier. Tu prends la situation en entier. Donc, dans cette école, il y a aussi des défauts, tu prends en entier. Dans ce business, il y a aussi un défaut, c'est qu'il faut se fatiguer, tu prends en entier. Le cabinet, il rapporte 40 000 euros par semaine, mais il est à 1h30 de route. Tu dis, je ne vais pas aller tous les jours à Évreux. Écoute, si tu prends 40 000 euros par semaine parce que tu es le seul dans le coin, c'est pas grave de faire 1h30. Parce que là, tu as trouvé un cabinet en bas de la maison, il n'y a pas un seul client qui rentre, sauf pour demander, est-ce que vous avez des toilettes? Et quand tu demandes, mais est-ce que vous ne trouvez pas ça débile de demander des toilettes? Mais il dit, mais c'est bien un cabinet. Donc, tu dis, alors quoi? Je suis obligé d'aller jusqu'à Évreux. Non, j'ai dit Évreux parce que je connaissais un gars comme ça, il était dentiste à Évreux. Et le gars, tous les jours, il se tapait. Alors, si je te dis le nombre d'appartements qu'il a achetés, je te souhaite de souffrir de tous ces problèmes de transport. Alors que toi, grâce à Dieu, que tu n'avais pas de problème de transport, mais quand il a fallu payer la bar mitzvah, tu dis, écoutez, est-ce qu'on est obligé de mettre des biscuits sur la table? Référencé sur barredefer.fr, sur mesquine.com, radin.me. Mais non. C'est ça le problème. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est obligé de faire des sacrifices? Non. En français, ça s'appelle le prix à payer. C'est comme si ta femme t'a fait un beau bébé de 3,5 kg en bonne santé. Elle te dit, je veux le bracelet Hermès. Puis elle dit, il y a le bracelet Tati. Il y a le bracelet Hermès. Tout ça, c'est des noms, hein. Pourquoi tu veux ce truc-là? C'est cher. En plus, tu as mis des diamants sur le côté, c'est fou. Tu veux pas qu'on aille chez Swarovski? Elle dit non. Je t'ai donné un faux bébé, moi. Je t'ai donné un bébé en zikron. Je t'ai donné un diamant. Tu m'offres un diamant. Le mec, il va mourir. Il va mourir. Il va mourir. Lui, il a acheté une voiture diesel sans réservoir. Comme ça, il a dit, c'est écologique. Tellement il est radin de mettre de l'essence. Ouais. Il va t'acheter un diamant, 6 carats. Mais rien que de dire ce mot-là, c'est une malédiction. En français, ça s'appelle le prix à payer. Maintenant, c'est une vraie question. Toi, tu crois que tu payes le prix pour obtenir l'objet. Mais en vérité, non, puisque c'est pas dans le portefeuille que ça fait mal, c'est ici. Donc, le prix, il est ici, il n'est pas dans le portefeuille. C'est pareil. Et il me dira, Chétri, la fille, elle a un problème, c'est qu'elle a un œil qui part un peu. Je dis, à part ça, elle est gentille, elle est sérieuse, elle est magnifique, elle est sympathique, elle est généreuse, elle est ingénieure, elle gagne 32 000 euros par mois, elle me prend en charge, mais elle a un œil qui part un peu. J'ai dit, écoute, premièrement, si tu prends la majorité, c'est super. Bon, il y a un petit défaut, ok. Deuxièmement, toi aussi, tu as un problème, c'est que tu as le nez qui part de côté, tu vois. Dans ton pays, là-bas, à Ouarzazate, le vent soufflait tellement que toute la ville a un nez qui part sur le côté. On leur disait aux gens, mais tournez-vous de temps en temps, ils ne voulaient pas. Donc elle a un œil qui part, toi, tu as un nez qui part. Bon, bah, si elle se met le doigt dans l'œil et que toi, néanmoins, tu restes le même, on va y arriver. Ouais. Mais toi, tu veux pas. Alors, à chaque fois que les gens ils me posent la question, qu'ils me disent, bon, mais Ramed Chetrit, c'est super, mais il y a ça. Toujours je leur réponds, c'est toujours la même réponse, je dis, mais peut-être c'est le prix à payer. Parce qu'imagine, tu vas la trouver l'autre, qui n'a pas un problème d'œil, d'accord, mais qui est caractérielle, embêtante, capricieuse, débile, laxative. Dès qu'elle rentre à la maison, tu as envie d'aller aux toilettes. Tu dis, c'est pas possible, mais il faut que tu te lances dans la lutte contre la constipation, c'est pas possible, d'accord. Et après, quand on peut plus, tu appelles le rab, tu dis, rab, j'ai épousé une sorcière.
Je dis, mais tu te rappelles la petite là qui avait un petit problème dans l'œil? Elle me dit, oui, voilà, elle est encore libre. Mais t'es fou, toi, elle est mariée avec un sadique, elle a 6 enfants. Oh là là, oh là là, oh là là, dommage, dommage. Dommage, il n'y a pas de dommage, baba. Collatéraux. Pourquoi? Ça va? Ça s'appelle le prix à payer. Maintenant, les gens, ils croient que le prix est cher. Mais non, c'est qu'ils ne veulent pas payer. Le prix n'est jamais cher. C'est vrai, non? S'il y a quelqu'un, prête-moi 80 000 euros. Mais tu dis, mais t'es un malade. 80 euros? 80 000 euros? Non, je les ai pas, mais t'es fou, t'es un malade. Je vais trouver 80 000 euros, je gagne 1000 euros, 1264 euros, 25. Tu es 80 000? Bon, après le même gars là, qui a refusé de trouver 80 000, le médecin lui dit, écoutez, ça y est, on a fait la biopsie, la tumeur est maligne, il est mort le petit. Maintenant, si vous voulez, il y a un protocole à Boston. Vous n'êtes pas sûr que ça marche. On a quelques réussites. En France, ça n'existe pas, ils n'en veulent pas. Mais il faut aller là-bas. Et ça coûte 80 000. Donc, tu as deux solutions. Soit tu vas dire à ton fils, écoute mon fils, tu vas mourir. Ah bah 80 000, tu vas mourir. La vérité, parce que moi, je fais que des enfants qui sont remboursés par la Sécu. D'accord? Soit tu vas dire, écoute, c'est mon fils. Je vais me démerder, je vais prendre d'ici, je vais emprunter, je vais voler, je sais pas, je vais faire un truc, je vais aller, on va t'opérer. Ah, peut-être tu vas pas t'en sortir, mais moi, en tant que papa, je suis obligé de faire ce que j'ai à faire. Alors, comment tu trouves 80 000 pour la tumeur et tu trouves pas 80 000 pour l'humeur? Ou pour l'humour? Parce que tu meurs de rire, quelque part. Donc l'idée, c'est ça. C'est que la personne, elle n'a pas la vision du potentiel positif qui est dans la réalité. C'est Akarat à Tov. D'accord? Et on a dit le Tov, que le Tov implique qu'il y a du Ra. Et que le Ra et le Tov, ils forment une seule entité. Et que moi, j'accepte globalement la vie pour le bon et pour le mauvais. Donc quand je fais ça, en fait, je colle avec la réalité. Alors rappelez-vous que la réalité, c'est le relief de Dieu. C'est quoi la réalité? C'est la nature. La nature en hébreu, c'est Ateva. Ateva, c'est la même valeur numérique que Elohim. Elohim, c'est un nom de Dieu. Maintenant, on dit que Hachem, c'est-à-dire Yudke Vavke, le tétragramme, Mitlabesh be Elokut, s'habille de Elokut. Et la Elokut, c'est la nature. Donc, la nature, c'est l'habit de Dieu. Maintenant, je perçois Dieu à travers la nature. Maintenant, la perception de la nature, c'est ce qu'on appelle vulgairement la réalité. Donc, le mouvement de la nature, en fait, c'est le mouvement de Dieu. Ça va toujours? Maintenant, le Sforno, il dit là-bas sur le passouk Eke Asher Eke, je serai celui que je serai. Il dit là-bas Hachem Oev et Ametsiout. Hachem, il aime la réalité. Maintenant, aimer pour Dieu, c'est pas comme nous. Aimer la France, aimer le chocolat, aimer les magnums, les glaces. Non. Aimer, c'est un. Vous vous rappelez ou non? Ava, c'est Echad. Donc quand on dit que Dieu aime la réalité, ça veut dire que Dieu fait un avec la réalité. Et toi, on te demande d'aimer Dieu. Or, puisque l'habit de Dieu, c'est la réalité, donc toi, quand tu vas aimer dans le sens de Echad, ça veut dire en français adhérer, donc quand tu vas adhérer à la réalité, tu vas adhérer à Dieu. Mais quand tu es dans le déni de la réalité, quand tu es dans le refus de la réalité, quand tu es dans la distance avec la réalité, quand tu as la désolidarisation avec la réalité, en fait, tu es dans le déni de Dieu. Après, tu dis, j'ai du mal. J'ai du mal avec la réalité, j'ai du mal avec l'examen, j'ai du mal avec la parnassa, j'ai du mal avec le caractère de l'autre, j'ai du mal avec les événements, j'ai du mal avec la conjoncture. Mais la conjoncture, la rencontre, le corps et le caractère de l'autre, c'est la réalité. Vous avez compris ou non? Donc, quand j'arrive pas à fonctionner avec la réalité, c'est normal que ça marche pas. Alors l'autre, il va faire une thérapie parce qu'il est dans les vapes. L'autre, il va s'impliquer dans l'acte parce qu'il lui manque la maturité qui est la résultante de l'expérience qui elle-même est l'exercice de l'existence. Parce que vous savez que
la résonance de l'existence au travers de l'expérience s'appelle la maturité. La résonance. Il y a la réalité devant moi. Maintenant, moi et la réalité, ça s'appelle en français une expérience. D'accord. Dans cette expérience, je dois vivre l'existence. Exister, c'est quoi? Extérieur, ister, être. Être à l'extérieur. Maintenant, quand moi, je vais exister à travers une expérience, la résonance de l'expérience, c'est la maturité. C'est comment je grandis en assumant la réalité. Donc, la maturité, elle est le fruit du fait que j'ai assumé la réalité. Donc, c'est pour ça que les gens qui ne sont pas dans la réalité n'ont pas d'expérience et n'ont pas de maturité. C'est pour ça que je ne peux pas transférer mon expérience à quelqu'un. Je peux transférer ma connaissance, je peux transférer mon héritage culturel, mais je ne peux pas transférer mon expérience. Parce que l'expérience, c'est prendre le risque de rater. Mais quand j'ai peur que l'autre rate, je dis je ne veux pas qu'il fasse son expérience. Mais comme il ne fait pas son expérience, il n'a pas de maturité. Et moi, je lui reproche avec tout ce que je lui ai enseigné, comment ça se fait qu'il n'est pas mature. Mais la maturité n'est pas le résultat de la connaissance, il est le résultat du vécu de l'expérience, c'est-à-dire le vécu de la connaissance dans l'expérience. Donc ça veut dire que réussir, c'est prendre le risque de rater. Donc les gens qui ne prennent pas le risque de rater, ils n'ont pas la satisfaction d'avoir réussi. Puisqu'ils n'ont pas raté. Mais ils n'ont pas réussi non plus. Et si toi tu ne vis que des cas qui ne sont pas réussis, tu peux carrément faire un art martial, puisque ce sont des cas ratés. C'est rien, c'est pour vous détendre, parce que là j'ai dit, je voyais des cerveaux qui... Mais il va trop loin là, il faut y aller doucement. Il est 10h30 du soir, on est fatigué. Ça va un peu fort, un peu vite, un peu loin. Mais de vous à moi. Ne prenez pas mal. Hein. La vie, pour qu'elle ait la peine, elle vaille la peine d'être vécue. Il faut qu'elle vaille la peine d'être vécue. Maintenant, si tu veux vivre une vie de nul, dans un espace de nul, avec des gens nuls, mais qui vont, si Dieu veut, avoir une longue vie de nul, autant revenir en guilgoule de cornichon. Tu auras tous tes copains, et puis c'est vrai qu'il y a un petit côté aigre, mais il y a un petit côté doux. Ça s'appelle aigre doux. Espèce de cornichon. On n'est pas des cornichons. On est des personnes. Une personne, c'est vivant. Le vivant, c'est l'intégration, c'est la remise en cause, c'est l'évolution, c'est le bonheur, c'est le malheur, c'est le chaud, c'est le froid, c'est la vie, c'est la mort, c'est ça la vie. Alors tu es prêt à vivre ou tu dis non, moi je veux faire un truc préservé, tranquille, Bezrat Hachem, facile, sans obligation de grandir. Alors tu es déjà un peu mort. Parce que je rappelle que les gens qui espèrent le repos éternel, il ne faut pas se presser, ça va venir. Donc quand tu es déjà fatigué, quand tu es jeune, imagine-toi comment tu vas être quand tu es vieux. Parce que tu es fatigué, les gens ils sont épuisés. Tu vois, les jeunes, j'ai plus de force. Je suis au bout. J'ai fait 4 ans de PlayStation, j'ai atteint mes limites. Là, j'ai plus la patience, j'ai pas les nerfs, j'ai pas de futur, j'ai pas d'avenir, j'ai des parents qui m'aiment pas, puisqu'ils veulent pas m'acheter le X. S'ils m'aimaient vraiment, ils m'achèteraient le X. Parce qu'au fond, ton père, il n'a pas senti l'appel. Alors qu'au fond, toi aussi, tu vas croquer la pomme un jour. Même celui-là qui avait bien fait son job, là, comment il s'appelle? Steve. Ça passe bien. Donc, quel intérêt de devenir un iPhone sous prétexte que tu vas finir dans une coque? On va tous finir dans une coque. Ce qui compte, c'est qu'avant de finir dans la coque, on a fait quelque chose de notre vie. Et rappelle-toi qu'on n'est pas là pour faire, on est là pour devenir. Maintenant, si tu veux te lancer dans la productivité pour faire plaisir
à ton macro préféré, à ton président, ouais. Donc à ce moment-là, tu as perdu le principal. Donc tu dois le faire l'inverse. Tu vas dire, je vais agir pour devenir. Ouais. Mais encore une fois, devenir, c'est rendre possible un potentiel. Or, un potentiel n'existe qu'en fonction de la conscience et de la croyance que j'ai en. Donc, et la conscience et la croyance que j'ai dans le potentiel s'appelle la karatatov. Donc, on comprend pourquoi c'est un sujet tellement central. D'accord? Donc, nous, on croit que, en fait, on a une obligation de dire merci, alors qu'en vérité, c'est la seule manière de faire que le monde continue à tourner. Parce que c'est quoi le monde? Le monde, c'est le rapport entre le chesed et la karatatov, c'est-à-dire entre la bonté réalisée et la reconnaissance. Maintenant, Dieu, il va te faire de la bonté et toi, tu vas le reconnaître. Maintenant, en reconnaissant, alors au niveau du sens simple, tu vas dire merci, mais au niveau du sens profond, c'est que tu vas déclencher le potentiel. Maintenant, pour qu'il y ait un lendemain, il faut être conscient d'aujourd'hui. Vous me suivez ou non? Maintenant, pour que l'enfant il ait un avenir, il faut que tu le considères au présent. Pour que le magasin il se développe, il faut que tu y crois aujourd'hui. Ça veut dire que la reconnaissance du potentiel, elle est l'effet déclencheur. Maintenant, la bonté de Dieu, elle est évidente, puisque le monde existe, puisqu'on respire, puisqu'on est sur une planète, puisqu'on arrive à se développer, qu'on peut continuer à étudier la Torah, malgré les pressions, qu'on peut réussir à avoir une parnassa, qu'il n'y a pas tellement de haine dans le monde contre nous, et qu'on est là, tranquille, en train de parler, que c'est un phénomène incroyable. Ouais. Donc tout ça, c'est que de la bonté. Mais la bonté, tu as deux solutions. Soit tu en profites, soit tu l'optimises. Vous suivez ou non? Je t'ai donné 100 euros. Soit tu vas aller t'acheter des bonbons, soit tu vas acheter un pourcentage de participation sur une action. Tu te dis, mais c'est débile, 100 euros, une action à 2 euros, je vais en acheter 50. Ben imagine-toi qu'elle coûte 1200 maintenant. C'était une start-up complètement débile. Le mec, il a trouvé un système d'étanchéité sur les pots de fleurs qui fait que l'humidité est conservée bien que l'eau rentre à l'intérieur. Mais ne sort pas. Un truc débile, il a trouvé sur l'étanchéité du plastique. Bon, c'est pas un truc moléculaire. Une start-up complètement bidon. Je l'ai acheté 2 euros. Vous vous rendez compte que moi, je connais des gens qui ont acheté c'est la monnaie qui a acheté des bitcoins à 20 centimes et qui les ont vendus à 18 000 euros. Là, c'est pas une culbute, là. Là, c'est carrément, t'as enfanté la moitié de la Chine. D'accord? Quand tu penses que toi, sur EDF, cette année, grâce à Dieu, t'as pris 352 euros, fera le chétan, ouais. Et l'autre, il avait des actions. À l'époque, il en a acheté 2000 à 20 centimes. Comme ça, pour s'amuser. C'est toujours les mecs qui ont beaucoup d'argent qui tombent sur les bons coups. Toi, t'as que dalle, tu trouves que sur des pièges à... Tu vas à la banque, le mec il dit voilà une corde, voilà un tabouret, qu'est-ce que vous choisissez? Je prends les deux. D'accord? Et lui, un mec un fou, il rentre dans le magasin, il dit écoute, il y a un nouveau concept, ça s'appelle le Bitcoin, t'en veux un peu? Oh, il ouvre le tiroir, il prend 2000 $, tu dis bah, achète-moi-en. Mais qu'ils ont oublié! 20 ans, ils ont oublié! Et un jour, on vient, on lui dit tu sais le Bitcoin? Il a 18 000 euros. Attends, tu Bitcoin ou quoi? Non! C'est une expression financière, d'accord? Tu te rends compte ce qu'il a pris, le gars? Est-ce que tu as compris ce qu'il a pris? Ben, toute la vie, c'est pareil. Toi, t'as épousé une petite gamine, comme ça, c'est mignon. Et maintenant, vous êtes mariés, 12 enfants, 28 petits-enfants, d'accord? La bracha, la parnassa, la Torah, la shechina. T'as pas vu que tu l'as payé 20 centimes? C'est pareil. L'autre, il est expert comptable. Et maintenant, le mec, il a un cabinet, 3000 clients, 400 euros par mois en moyenne. Il est bien. Et quand tu l'as vu, tu te dis, bon, écoute, il est en 3e année d'expertise. C'est un comptable, en fait. C'est pareil, l'autre, il est médecin. C'est un technicien. Donc, il est dentiste. C'est un installateur de salle à manger, en fait. D'accord. Mais c'est pas ce qui compte. Toi, tu as vu le potentiel, tu as vu l'investissement de la personne, tu as vu la pureté de la personne, tu as vu la générosité de la personne,
t'as vu la volonté de grandir, t'as vu la gentillesse, t'as vu la hninout. Et Baba, t'as épousé un diamant. Maintenant, la bracha, elle va venir, n'aie pas peur. Ouais. Mais si toi, t'as dit, non, mais le mec, il est psychopathe, nerveux, drogué, mais il vient d'une grande famille, et si Dieu veut, à la mort du père, on va toucher le truc. Ben, le mec, il l'a touché, ben, il l'a fumé. Et voilà, maintenant, t'es avec un drogué. Et alors, qu'est-ce que t'as? Caractériel, nerveux, embêtant, enfant gâté, pourri, capricieux. Tu dis, mais toi, t'as regardé le gros lot. Mais tu l'as eu, le gros lot. Ah, mais même deux. Ouais, d'accord. Non. Qu'est-ce que t'as fait? T'as regardé le bien. Ah, bah, des fois, le bien au début, il n'est pas tellement visible. Il se voit sur le long terme. Eh bien, c'est comme ça. Parce que où t'as épousé des valeurs, où t'as épousé des valeurs. Donc, tu regardes la valeur de la Torah, la valeur de la vie, la valeur de la personne, la valeur de l'enfant, la valeur du potentiel, la valeur de la spiritualité. Donc tu mises sur ça. Ouais. Alors on a dit ça, que quand tu as réussi à le faire, donc maintenant, il n'y a pas de différence, que ça soit dans la matière, que tu rends à la matière ce que la matière t'a donné, donc tu la respectes, d'accord? Tu rends à l'argent, tu rends au pays. Tu habites ici, paye tes impôts. Tu dis, non, tu sais, si on peut éviter. Et ça sert à rien. Si t'es un Ben Adam, non. Il y a des autoroutes, il y a des hôpitaux. Rencontre la France. De quoi tu te plains? Mais t'es gilet jaune ou quoi? Ouais. Tu rentres dans un hôpital, bonjour, j'ai mal. Allez, asseyez-vous, monsieur, on s'occupe de vous. Va en Amérique, tu viens en sang, la gueule en sang, la gueule ouverte. Tu dis, monsieur, la carte bleue. Tu dis, je n'ai pas sur moi. Allez, on y va, toutes les infirmières. Idgadal, Idgadal. Tu vas mourir. Quel est votre moyen de paiement? Donc tu dois dire merci la France. Non, tu te plains. Ouais. C'est comme ça la vie. Un patron, c'est pareil. Il t'aide, il t'a donné, il t'a nourri pendant 20 ans. Dis merci, tu dis oui, mais il m'a pas donné le 13e mois, il m'a pas donné. Mais. Le truc, un magasin. T'avais un petit magasin. Moi, je connais des gens, ils avaient des supermarchés. Bon, ils ont fait dépôt de bilan, ils ont fermé. Après, ils ont pris un petit magasin de retouches. Vraiment. Eh ben, le mec, il a payé sa maison, il a payé la maison d'Israël, il a payé la deuxième maison en Espagne, il a payé la troisième maison, donc il a payé le mariage des enfants, il a aidé les enfants, à se marier avec son aiguille et son fil. C'est un petit magasin, on rue de Passy, hein, mais bon. C'est-à-dire quoi? C'est que le mec, il avait le supermarché avec le Hiloul Shabbat, en vendant le cochon et en vendant le vin taref. Il a fait que là, il a fait le vol, il a fait le dépôt de bilan, il a fait le khala. Après, il a pris son petit magasin, il a fait ses fêtes, il a fait sa casse-croûte, il a fait ses prix, et le mec, vas-y, les sacs poubelles d'argent. Parce qu'il y a la bracha. Donc le mec, toute sa vie, il a dit merci au petit magasin. Vous suivez ou non? Et ce remerciement, c'est qu'à l'époque, il croyait dans son image. Tu sais, je suis le patron du supermarché. Mais l'image, c'est rien, Baba, c'est une carte de visite. Toi, tu peux aller sur Publisher ou sur un truc, ou sur Photoshop et te faire un diplôme de HEC. Un diplôme de l'ENA. François, attention de bien écrire les lettres parce que c'est écrit ANE, ça, d'accord. Mais tu sais que c'est du papier. Tu sais que c'est du papier. Ouais. Mais si toi, tu as vraiment crevé pour travailler, pour réussir l'ENA, tu sais que tu es de l'ENA, même si tu n'as pas ton diplôme. Ça s'appelle la reconnaissance de soi. Maintenant, quand toi, tu vas reconnaître le bien qui est en toi, puisqu'on a dit que la reconnaissance, c'est le déclencheur du potentiel de la réalité, donc la reconnaissance du bien qui est en toi, c'est aussi le déclencheur du potentiel de ce que tu peux donner. Maintenant, tu es condamné à croire en toi, puisque l'homme de demain, il est l'enfant d'aujourd'hui. Vous me suivez ou non? Donc, quand tu regardes le passé, tu dis oh là là, j'étais un gamin, je comprenais rien, j'avais peur, j'arrivais pas à bouger, j'arrivais pas à assumer. Et grâce à Dieu, maintenant, ok, c'est bien, je suis fier de toi. Mais dis-moi, il y a d'autres challenges qui arrivent. Pour ces challenges-là, il faut que tu changes. Parce que là, il fallait 1000 euros pour acheter ta mobilette, ta voiture d'occasion. Maintenant, il faut 40 000 euros pour acheter le restaurant. Là, il faudra 100 000 euros pour aider le petit à acheter la maison. Mais c'est un format. Si tu as un format de 77 centimes, tu ne pourras pas trouver 100 000. Donc, il faut que tu changes de format. C'est quoi le format? C'est le fait que tu y crois. Donc, tu rentres dans une maturité, tu trouves ça normal. Donc là, tu stresses de dire comment je pourrais faire avec un restaurant. Ouais. Alors,
Va rencontrer quelqu'un qui en a 32. Va parler avec un mec qui a 23 pharmacies. Et toi, tu es perdu. Tu dis, attends, il y a 30 000 références. Le prud'homme avec la vendeuse. Le laborantin qui a fait une grosse bêtise, il a tué la cliente. J'en peux plus. Le mec, il a 32 pharmacies. 32. D'accord, l'autre, il a 150 magasins. 150 magasins de détail. Tu dis, mais je vais mourir. On a bloqué la porte. On est bloqué devant le magasin. Un magasin, il est devenu fou. Alors, je te dis, c'est pas le nombre de magasins, c'est le format. C'est un format. Vous suivez ou non? Maintenant, un format, c'est quoi? C'est un niveau de maturité. Un niveau de maturité, c'est quoi? C'est un niveau de conscience. Un niveau de conscience, c'est quoi? C'est la reconnaissance. Raodon Kolo, cousin de Marco Polo, c'est Akaratatov. Donc, vous avez compris que toutes ces facettes-là du devenir de l'homme, ils sont entièrement basés sur la reconnaissance. Donc, même la reconnaissance de tes ennemis, encore tout à l'heure, une personne, elle m'a écrit un email, elle a eu des très très grosses souffrances avec quelqu'un de très proche. Elle m'a dit, est-ce que je dois pardonner? Je dis, vous ne devez pas pardonner à la personne. Vous devez pardonner pour arrêter de subir la souffrance. Pour vous. Maintenant qu'il crève, le mec qui s'étouffe, qu'il aille se pendre. Mais vous terminez avec ça. Elle me dit, mais je ne pourrais pas, c'est trop difficile. Je ne pourrais pas lui parler. Je n'ai pas dit de lui parler. Vous prenez une lettre, vous écrivez tout dedans, tout, la salace, la pourriture, les nerfs, la haine, la malédiction, le mal, tout, vous sortez tout le pu pourri que vous avez en vous, vous le mettez dans la lettre. Et vous la mettez dans une enveloppe. Et vous l'envoyez. Elle me dit, mais Rav, je ne peux pas, ça va détruire la famille, mais c'est comme c'est un pilier, il va être détruit, il va se pendre, sa femme, elle va devenir folle, les gendres, ils vont se truquer, la famille va être détruite. Je dis, mais je ne vous ai pas dit de marquer l'adresse. Vous avez compris ou non? Ça veut dire que le papier, il est malade, et moi, je vais bien. Donc, j'ai fait sortir la khra de moi. Je l'ai extériorisée, je l'ai exprimée. Elle est dans le papier. Et le papier, il est dans l'enveloppe, et l'enveloppe, elle est dans la boîte aux lettres, et elle est perdue dans les méandres de la poste, puisque je n'ai pas mis l'adresse. Et moi, je vais bien. Donc, j'ai fait ma thérapie de ma souffrance. Donc, je vais arrêter de m'identifier à la personne qui m'a fait du mal, et je vais arrêter de m'identifier à la personne qui a souffert de ce mal, qui se trouve être moi, et je vais en parler comme d'un film que j'ai vu à l'époque, un film d'horreur que j'ai oublié. Et grâce à Dieu, la vie va bien. Et si vous allez dire, oui, mais c'est pas quelque part un déni de réalité, mais non, ça s'appelle de vivre avec. Alors que toi, tu dis, j'arrête de vivre, puisqu'il y a ça, et moi, je dis, tu vas continuer à vivre malgré ça. Maintenant, si tu regardes la vie en global, mais tu dis, la vie continue. Mais si tu regardes ta douleur, tu dis, ma vie s'est arrêtée ce jour-là. Je n'arrive pas, je ne peux pas passer à autre chose, c'est trop dur. C'est pas ce que j'ai vécu. Vous ne pouvez pas vous mettre à ma place, il n'y a que moi qui l'a vécu. C'est comme Dieu. On peut même faire un mémorial à ta douleur. On peut même faire des journées commémoratives. On peut même faire des séances de flagellation publique par communion à la souffrance individuelle. Ça t'intéresse ou non? Tu dis, ben peut-être que de partager, ça me ferait du bien. On a créé les toilettes pour ça. Tu vas aux toilettes, ma chérie. Tu lâches le maximum. Tu penses aux gens à qui ça ferait plaisir de prendre ça sur la figure. Mais après, tu tires la chasse. S'il te plaît. Tu fais pas ça au milieu du salon. Tu vas aux toilettes et tu tires la chasse. Et tu laisses propre comme c'était avant que tu arrives. Et la vie continue. Ou non. C'est comme tu veux. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est que même mon malheur, je dois l'accepter. Donc, entre guillemets, même mon malheur, je dois adhérer. Donc, même mon malheur, attention, c'est violent, je dois avoir un Karatatov. Bah oui, parce que l'autre qui a une enfance difficile, il est très fort, il est très combatif. Alors que l'autre qui a une enfance facile, il a grandi dans un cocon. Et le cocon, c'est une alternative. Ou ça génère un co, ou ça génère un... Mais comme il y a plus de lettres que dans co, c'est dangereux. Alors que l'autre, il a une enfance difficile. Il s'est battu, il a redoublé, il avait des parents analphabètes, d'accord?
il a appris à lire, il a travaillé sur son français, il s'est remis en cause, il est sorti de la cité, il a pris des challenges, il est tombé en sympathie avec un grand patron. Le grand patron, il l'a pris comme son mentor et il est devenu un gars et maintenant il gère 20 000 employés. Comment il a fait puisqu'il était condamné par la banlieue pourrie où il est né? Parce qu'il n'a pas accepté que les circonstances le modèlent, il a voulu modeler les circonstances. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu le bien. Comme il a vu le bien, l'autre aussi il a vu le bien en lui. Après le prof, il a vu le potentiel. Après le patron, il a vu les capacités. Après le client, il a vu la sincérité. Après le banquier, il a vu la conviction. Donc tous ces gens-là, c'est des gens qui ont juste renvoyé le bien que tu avais en toi. Donc vous avez compris maintenant que, en fin de compte, le levier de l'existence, c'est la reconnaissance. Hazak ou Baruch. Alors, Yako, mardi prochain, Yes Napibes. Pourquoi vous n'avez pas utilisé le mot gratitude? Ah, mais c'est la même chose, mais comme on fait très très attention au gras, donc c'est pour ça que j'ai essayé de... Mais c'est la même chose. Reconnaissance, gratitude, il n'y a pas de problème.